Retrouvez le Motors Show, l'actu des sports mécaniques, tous les jeudis à 21h sur RTS avec Mathieu et son équipe. Cette voix vous est familière, c'est normal, bientôt la 3e année de règne de Mathieu Villeton dans le Motor Show, dans vos soirées du jeudi soir. Et c'est une émission bien particulière ce soir, je l'imagine et je le suppose, avec mon grand camarade Mathieu et toute son équipe comme il vous l'a dit, car ce soir nous allons rendre hommage à plusieurs pilotes et aussi on va parler, comme vous le savez, de toute l'actualité des sports mécaniques. Et Dieu sait qu'elle est riche en cette fin de saison. Bonsoir Mathieu. Bonsoir mon ami Chris et bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en ce 15 novembre 2012. On approche de Noël, des vacances, la neige, le ski et la fin d'année des sports mécaniques. On va s'ennuyer pendant de longues semaines, quelques mois, mais je vous rassure, on va essayer d'être là du moins à la rentrée forcément. Pour une 3e année, tu l'as dit, on est chaud plus que jamais et puis avant la fin de l'année, on a 2 grands prix de Formule 1 qui vont être très disputés. On a plus que ça en fait, c'est vrai. Mais en tout cas, on va essayer d'avoir des invités. Et ce soir, la bonne nouvelle, on en a un. Très heureux de l'accueillir ce soir. Juste avant de le présenter, je vais te remercier Chris pour la partie technique pour ce soir. Et je te donne rendez-vous déjà la semaine prochaine et en espérant te retrouver à temps plein. Ah bah, je te le confirme, je te l'affirme. Je serai là à temps plein la semaine prochaine, mais je ne serai pas très loin ce soir, promis. Merci Chris. Donc vous l'avez entendu, nous avons un invité ce soir. Il est suisse roman. Je vais bien le prononcer son nom. Il est pilote d'Eurocup Megane Trophy. Une victoire cette année à Moscou. Ce n'est quand même pas rien. Il fallait gagner au moins une course dans un championnat très relevé entre 2 équipes qui se sont tirées la bourre du début à la fin. Et je pense qu'il a dû vivre de sérieuses émotions cette année. Il a fait aussi l'endurance en V2V de Proto. Je vous demande de l'accueillir comme il se doit. Il est là jusqu'à 21h30. On va essayer de faire vite dans la présentation. Bonsoir Fabien Thuner. Bonsoir à tous. Donc, très heureux de t'accueillir ce soir dans l'émission. On va essayer de te rendre la vie facile, que l'émission se passe très bien pour toi. On te remercie. Merci. Je vous présente mes consultants à mes côtés, notre spécialiste NASCAR et américain. Pour l'instant, il y en a un qui va arriver juste après. Jonathan avec son micro qui marche, il est en pleine forme. Bonsoir John. Salut monsieur, oui, et le micro remarche enfin comme la semaine dernière. Ça devrait bien se passer ce soir, sans tout le monde. Voilà, c'est une bonne nouvelle, merci. Et le grand retour tant attendu. J'étais en dépression ces dernières semaines, c'était grâce à cause de ça. Je ne vous le cache pas. Notre Bible est de retour. Bonsoir Olivier, très heureux de te retrouver. Bonsoir à tous et c'est avec plaisir que je reviens dans cette émission pour, espérons, de longues semaines. Tu as intérêt. À 21h30, Michel nous rejoindra pour débattre sur la suite de l'actu et notamment la fin de saison WRC et en MotoGP. On va en parler longuement, on va faire le bilan de la saison et bien sûr rendre hommage à certains pilotes qui vont nous quitter sportivement dans leur catégorie. Et voilà, et puis bien sûr, on terminera par la Formule 1, le Grand Prix des États-Unis, le grand retour. C'est à Austin dans le Texas. Attention, les Cowboys seront prêts. On va se régaler, je sens, dans une belle bataille chevaleresque. On va commencer par notre invité Fabien. Donc merci encore une fois d'être avec nous pour une demi-heure. Alors on va pas avoir trop le temps de parler longuement avec toi. On va surtout se concentrer sur cette saison qui s'est achevée en Eurocup Megane Trophy notamment. On aura un petit mot sur l'endurance V2V juste après, pour aussi redécouvrir cette discipline. Tout simplement pour commencer, Fabien, est-ce qu'on peut dire que ton coéquipier a été champion du monde? Parce que le Team Oregon ayant 3 équipes engagées, on peut dire avec 6 voitures minimum, ça fait beaucoup. Avec 2 équipes qui s'affrontent aussi, le TDS Racing et Oregon. Est-ce que on peut dire que c'est vraiment une grande famille, cette Team Oregon, qui vraiment a fêté la victoire d'Albert Costa, le retour en forme de l'Espagnol, qui a été évincé assez durement de la 3.5 à la fin de la saison dernière, malgré une victoire à Barcelone. Donc Fabien, est-ce que tu es heureux pour l'équipe? Est-ce que ce fut une saison, dans l'ensemble, géniale, j'imagine? Oui, c'est une bonne saison dans l'ensemble, malgré qu'au général, je ne sois pas très heureux de mon classement final.
Costa a fait une super saison. Il a aussi eu un peu de réussite. Il n'a pas été épargné. Il a été épargné par les soucis. Il a eu un souci durant la saison. De mon côté, c'était pas le cas. Donc, mais voilà, la saison a plutôt bien passé d'ensemble. Oregon est un team super. Des Italiens qui ont beaucoup de passion pour le sport automobile. Et voilà. Alors c'est vrai que j'ai remarqué ça, on reçoit beaucoup d'invités qui ont souvent été couverts par la malchance cette année. Je sais pas si on leur porte la poisse, j'espère pas en tout cas, mais il faut quand même dire que c'est une belle saison en Megan Trophy. La lutte fut intense entre Albert Costa et Bas Schotthorst. Et c'est vrai, alors que penses-tu du plateau? Est-ce que, on va dire, 2 équipes seulement qui se battent pour la victoire, c'est pas assez, j'imagine. C'est pour ça qu'ils engagent plus de pilotes pour élever le niveau du plateau. Comment as-tu vécu ça de l'intérieur au niveau de la concurrence au sein de ce plateau 2012? Bon, nous, avec mes coéquipiers, Alberto Costa et Nicolò Naglio, on était les 3 à être partis pour jouer le titre, en fait, les 3 dans notre team. Mais toujours l'entente a été très bien. Costa, c'est un bon ami à moi. On n'arrêtait pas de déconner durant la saison. Ensuite, après, entre les teams, c'est vrai qu'il y a plus de tension au fur et à mesure du championnat. Moi, j'ai la chance de m'entendre avec plus ou moins tout le monde, donc ça va. Mais c'est vrai que sur la piste, aux dernières courses, on a eu deux trois petites tensions pour moi qui n'étaient pas très sportives, et bon, je refuse de m'impliquer dedans. C'est souvent comme ça dans certains championnats de type. C'est vrai, donc mais bon, dans l'ensemble, on a quand même vécu de sérieuses émotions. Alors, sur le plan personnel, la victoire à Moscou, forcément, est quand même le point d'orgue de la saison. Ça arrive en milieu de saison, donc c'est un peu une belle apogée. Et une fin de saison quand même assez réussie. Et dans l'ensemble, donc, une victoire et 3 deuxième places. Alors, comment juges-tu ton bilan personnel de cette saison? Personnel, pour être franc, moi j'ai rien à me reprocher, j'ai tout donné à chaque course. Ensuite, il y a eu le tournure de ring où j'ai fait une faute, c'était la seule faute que j'ai faite de la saison, où j'ai fait un freinage un peu trop appuyé alors qu'il fallait gagner la course. Et le reste du temps, c'était petite emmerde sur petite emmerde, pour excusez-moi du terme. Donc un peu frustré quand même. Content d'avoir accroché les victoires et les podiums qui font toujours plaisir. Et voilà. Et justement, alors sur ce tracé de Moscou, bon, nous on l'a vécu de l'extérieur, c'est un nouveau circuit. Alors, parle-nous-en aussi un peu pour qu'on apprenne plus à le découvrir, parce que c'est vrai que au niveau même de la réalisation de toutes les courses retransmises, on n'a pas pu véritablement découvrir ce nouveau tracé. Il n'y a pas eu de grosses previews dessus, par exemple. Alors comment aussi parce que bon, les autres circuits on les connaît plus ou moins. Alors raconte-nous un peu comment Moscou, tu as dû aussi l'apprendre ce nouveau tracé, et donc comment as-tu pu vraiment construire ta belle victoire? Alors Moscou, déjà ce qu'il faut raconter, c'est que Moscou c'est loin, donc Moscou pour les teams c'est une aventure pour y aller. Les routes ne sont pas tout le temps bétonnées. Oui, et les problèmes de visa aussi souvent. Problème de visa, beaucoup de camions qui sont tombés en panne, qui ont des crevaisons, etc. Et donc grosse aventure pour les teams, aventure personnelle aussi parce que je suis jamais allé, donc c'était une première. Et on est surpris par le dépaysement parce que les Russes ne parlent pas très très bien en général l'anglais, donc difficile de se débrouiller dans ce pays, mais c'était assez fun au final, c'est une jolie aventure. Et ensuite, pour parler sport, le circuit en lui-même est intéressant. Surtout la première partie qui constitue de beaucoup de double virage. Il y a un double gauche, ensuite un double droit très 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 long en escargot, ensuite de nouveau un double gauche. Et puis la deuxième partie qui est un petit peu plus sinueuse, en fait, un peu plus lente, un peu plus répétitive. Je préfère la première partie qui est un peu plus fun, et ensuite il y a une très longue ligne droite, il y a un gros freinage appuyé. La ligne droite est plus longue que celle de Barcelone, donc pour vous faire une idée, c'est une très 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 longue ligne droite. Parce qu'il y a aussi le moyen parce que c'est un circuit, on peut modifier beaucoup de virages. Ils avaient vraiment décidé de mettre une longue ligne droite, alors qu'on peut la réduire avec des chicanes, comme au Castellan. Ouais, exactement. Bon,
La ligne droite des stands en elle-même est très courte, mais la ligne droite derrière est longue. Alors, je sais pas pourquoi ils ont une ligne droite aussi grande, ça n'apporte rien vraiment en fait à la course entre nous. Mais le circuit est plutôt sympa, plutôt. Moi j'aime beaucoup la première partie qui est très technique, vraiment technique. C'est là où on peut faire la diff avec les autres pilotes, et je pense que c'est là aussi j'étais très fort durant le week-end. Et ouais, je suis content d'avoir été le premier pilote en GT à marquer le palmarès de Moscou. Parce que je suis le premier pilote à avoir gagné une course en GT pour une petite victoire, et du coup c'était sympa de faire tout ce trajet, d'être récompensé le jour de mon anniversaire. En plus c'était le 14 juillet. Ah oui, belle bonne journée alors. Mais malgré que tu sois suisse et pas français. Exactement, mais j'ai les feux d'artifice de l'autre côté du lac pour moi. Oui, c'est vrai, c'est une chance. Voilà, donc merci pour Moscou. Alors dans l'ensemble personnel, as-tu des regrets au niveau peut-être dans la saison générale? Bon, tu nous l'as dit, c'est plutôt bien passé pour toi malgré une erreur au Nürburgring. Mais est-ce que t'aurais pu faire mieux parce que tu disais vous étiez trop peut-être pour jouer le titre dans l'équipe. Alors qu'est-ce qui a véritablement cloché? Est-ce que sur le plan psychologique tu as souffert à un certain moment de la saison, ou sur le plan purement sportif ou technique? Est-ce que dans l'ensemble de la saison il y a eu quelques failles qui t'ont empêché, ou bon véritablement tu t'es senti plutôt à l'aise et tu as fait vraiment de ton mieux comme tu nous l'as quand même dit avant? Alors moi c'est pour être franc, j'ai beaucoup travaillé les années avant sur le plan mental et sportif de la course. Et une chose que j'ai appris, c'est qu'il faut être sûr de soi, il faut savoir de quoi on est capable. Et je sais de quoi je suis capable, parce que cette année j'ai roulé quasiment tous les week-ends. J'ai jamais autant roulé de ma vie. J'étais en GT3, j'étais en proto, en V2V, j'étais en blanc-pain, etc. J'ai fait énormément de courses. Et partout où j'allais, ça marchait, mais vraiment bien. Et dès que ça avait un week-end de Mégane, ça marchait en termes de perfo, mais en termes de résultats final, c'était pas là. Les résultats, il y a beaucoup d'inconnus. Et du coup, beaucoup de soucis mécaniques pour moi durant la saison, qui m'ont empêché de vraiment de marquer les points qui me permettaient de viser le titre, parce que j'étais parti pour ça, quoi. Donc non, moi j'ai tout donné comme vous m'avez demandé, j'ai tout donné chaque course, chaque virage, j'étais à 100%. Et voilà, moi je tire la quintessence de ce que j'ai. Si la voiture me donne 100%, je prends 100%. Donc à chaque fois je monte dans une voiture et j'espère que ça a juste pas marché. Voilà, c'est tout. Non, c'est vrai que tu l'as dit que la Mégane Trophy c'était ton championnat attitré de la saison, et tu as fait quelques piges à côté en V2V ou en blanc-pain, et c'est vrai que c'était peut-être la saison le seul championnat qu'il fallait peut-être le moins rater sur le plan personnel. Et oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de déceptions, et ce qu'il faut dire, c'est ta 3e année en Mégane Trophy. Est-ce qu'il y avait aussi une sorte pas de lassitude mais de répétition de ce championnat, malgré le fait que pour faire un petit bilan, ça fait en 2010 9e du championnat, en 2011 6e, et là 5e, donc il y a une constante progression. Mais est-ce que tu n'es pas arrivé au bout de la chose en Mégane Trophy? Est-ce que forcément tu ne chercherais pas après à viser plus haut? Est-ce que aussi on peut viser plus haut? Parce que je vais y en venir après, mais la Mégane Trophy, peut-être c'est pas un championnat qui va attirer le plus de pilotes en termes de summum de carrière, parce qu'il y a aussi la 3.5 à côté qui est un championnat, même si c'est à monoplace, mais c'est le championnat phare par exemple de la Formule Renault, de Renault. Est-ce que en Mégane Trophy, c'était pas cette année, peut-être pas l'année de trop, mais c'était compliqué sur la fin pour tenir le coup, non? Au niveau de l'organisateur ou au niveau du moral du pilote? Personnellement, oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Mégane Trophy, c'est un championnat très pro, mais il n'y a aucun constructeur impliqué, donc il n'y a aucun pilote payé, il n'y a aucun pilote pro, etc. Donc c'est clair qu'il faudra aller voir plus loin par la suite. Mais par contre, le format des courses, c'est unique, et moi il me plaît beaucoup parce que c'est des courses sprint, de pas arrêter. Il y a quand même un pit stop, les week-ends sont incroyables avec les World Series, il y a du monde, il y a de l'ambiance, les circuits sont fantastiques. Et
et oui, moi je pense que j'ai 3 ans, c'est suffisant. Je vais pas aller rechercher un budget vis-à-vis de mes sponsors pour refaire ça c'est clair. Parce que j'en ai fait le tour. Je sais que je suis capable de gagner des courses en mégane, je sais ce que je sais faire. C'est juste dommage de pas avoir pu concrétiser et gagner la prime de fin d'année. Donc ouais, l'année prochaine, moi j'étudie d'autres pistes. En tout cas, ça c'est sûr. Et justement, bon, pour rester là-dessus, pour l'année prochaine, est-ce que tu as des pistes, est-ce que tu veux nous en parler ce soir en direct, ou ça c'est encore dans le domaine de la négociation? Et quels seraient après tes championnats, les futurs championnats que tu souhaiterais viser? Alex m'a posé la question en privé. L'endurance, le wake, pourquoi pas? Est-ce que ça t'intéresserait sur le tard? Alors effectivement, moi j'ai pour but d'aller faire les 24 heures de mont et de les gagner une fois dans ma vie, au moins. Et c'est un rêve depuis gosse. Mon père a fait le Mans, mon grand-père a fait le Mans. C'est un famille depuis que je suis né, donc j'ai eu le virus et j'espère bien le propager. Et du coup, le wake, oui, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est une solution pour les années à venir. J'ai 2-3 offres. Ce que j'ai aussi envie de le faire, c'est de le faire dans les meilleures conditions, et ça, c'est dur à faire. Alors ensuite, les protos, j'y suis habitué parce que je roule déjà en V2V. Bon, c'est des protos un peu plus light, mais en termes de pilotage, c'est pareil. C'est juste des petites roues, en fait. Les châssis, c'est presque les mêmes aussi, c'est des châssis carbone. Et l'endurance, du coup, je connais. J'ai roulé dans toutes les conditions, de nuit, dans la pluie, de la pluie, de la nuit, avec la gestion du trafic, etc. Donc c'est un milieu qui me botte bien. J'aime bien avoir le côté stratégique. Donc ça pour l'année prochaine aussi, et le Blancpain qui pourrait être une opportunité pour moi, parce que c'est le championnat GT pour moi actuel qui marche le mieux. Il y a chaque course, il y a plus de 40 voitures, le niveau des pilotes est exceptionnel, le niveau des teams est exceptionnel, les voitures sont belles et performantes. Ça c'est aussi une opportunité. Et effectivement, c'est véritablement un héritage du Mans. Du côté de ta famille, c'est vrai. Olivier, une question. Si le micro vient marcher. Excusez-moi. Non, je voulais rebondir sur le circuit en Russie. Est-ce que tu fais beaucoup de simulateurs avant d'aller sur les circuits pour mieux connaître les circuits? On voit Fernando Alonso qui a installé carrément un simulateur chez lui. Mais est-ce que toi, les moyens aussi. Je dis pas le contraire. Mais est-ce que tu joues par exemple sur console, ou est-ce que tu as un simulateur pour pouvoir reconnaître les tracés avant d'y aller? Alors oui, je m'en suis occupé avant Moscou parce que c'était l'inconnu et je voulais avoir l'avantage sur les autres, donc tout le monde avait fait pareil. Simulateur, c'est joli, c'est beau, moi j'aime beaucoup, c'est fun. Je pense que c'est utile en Formule 1 ou en 3.5. Ou dans ces formules très pointues où il peut vraiment réussir à avoir un setup de base, à trouver un setup de base pour la voiture. Ensuite, je pense pas que c'est ça qui fait vraiment la différence entre un pilote qui arrive sur un circuit ou pas. Parce que en pilotage, c'est une question d'adaptation. D'un jour à l'autre, la piste change, d'une heure à l'autre, la piste elle change. Les pneus se dégradent, etc. Donc on peut jamais recréer vraiment les conditions d'un jour à l'autre sur une piste. Alors comment est-ce qu'on pourrait les recréer sur un ordinateur? Ça c'est ma théorie. Et ensuite, on a beau faire tous les tours du monde sur simulateur, toutes les pits, les track walks qu'on veut. Le jour où on se met dans la voiture et qu'on démarre le moteur et qu'on arrive au premier virage, c'est là où on découvre vraiment le circuit. Il y aura un ou deux tours de différentes adaptations et la diff sera pas énorme à mon avis. Et c'est vrai que, est-ce que pour la Mégane Trophy, si ça a un avant, enfin, je veux dire, au niveau des réglages et du développement sur la saison, je pense que le simulateur, ça a peut-être moins d'influence que en monoplace, évidemment, non? Alors la Mégane Trophy, c'est une voiture qui existe depuis un moment déjà, donc les teams ont déjà fait le tour de la question des setups, ils savent comment ça marche. Alors à mon avis, c'est inutile en Mégane. Ensuite,
quand on a une voiture nouvelle, comme par exemple la nouvelle 3.5, je pense que ils ont eu raison de bosser dessus pendant l'hiver. Je connais bien Nico Miller qui était notre invité, je crois. Oui, tout à fait. C'est un ami à moi et il me raconte un peu ce qu'ils ont fait. Donc oui, je pense qu'ils en ont déjà parlé aussi. Je pense qu'il faut savoir l'utiliser intelligemment et pas l'utiliser, le surutiliser, à mon avis, ces simulateurs. Et pour Nico Miller, j'allais te poser la question tout à l'heure, hein, en Formule Suisse, tu as dit bien, en Formule Renault Suisse, vous avez dû bien courir ensemble. Ouais, on a même fait un squash hier ensemble, donc on se connaît bien. Hein. Voilà. Jonathan, une question. Ouais, bah justement, en parlant de Formule Renault Suisse, t'as fait de la monoplace. Est-ce que dans le futur, tu te concentres uniquement sur de la berline ou t'exclus pas une possibilité de retourner en monoplace? Alors moi j'ai eu, on peut dire les pieds sur terre, j'étais peut-être pas assez rêveur on va dire ou quoi que ce soit pour la Formule 1. J'ai commencé assez tard ma carrière. La monoplace c'est la meilleure école qui existe et en Suisse on pouvait le faire pour assez bon marché en fait on va dire. Donc voilà et ensuite après la Formule Renault je savais plus trop quoi faire. Les sommes demandées étaient incroyables pour arriver en Eurocup ou en 3.5 ou etc. Et je voyais pas vraiment comment réunir autant d'argent, malgré quelques sponsors qui me suivent. Du coup, je me suis orienté vers le GT et oui, moi, si on me propose un volant en formule, je saute dessus. C'est vrai que c'est des bonnes voitures. Et moi, j'aime m'orienter vers les protos. En tout cas, c'est vraiment ce qui me botte aussi. Les prototypes, pour moi, c'est quelque chose de vraiment fun qui vaut voir qui surpasse la monoplace. Et tu n'as pas fait déjà des tests en 3.5 ou en GP3 ces dernières années, non? Par exemple? Non, parce que si c'est pour dépenser une grosse somme pour faire des tests et que ça n'aboutisse à rien, je pense que j'ai mieux retourné garder cet argent pour pouvoir rouler l'année suivante. D'accord. Parce que là, ouais, on peut dire que le ratio est de 4 fois à 5 fois plus petit pour rouler, pour faire ce que je fais, et faire la 3.5 ou du GP3 ou du GP2. Voilà. Juste avant de poursuivre, Michel nous a rejoint. Bonsoir Michel. Salut Mathieu, salut tout le monde. Bonsoir. Donc, est-ce que tu auras des petites questions à Fabien? Je te laisse préparer tout ça. Là, tu me prends de court là parce que là, je viens de Oui. rentrer. Et ne t'inquiète pas. Non, mais je te laisse chercher. J'ai pas tout programmé là. Je te laisse chercher. On poursuit. Oui, alors, pour la Mégane Trophy, messieurs, est-ce qu'il y a d'autres questions pour cette année? Bon, alors, donc on l'a dit, le WEC, alors, ce sera plus pour les protos, pour faire après le lien avec le V2V. Ouais, exactement. Bon, ça c'est pas encore, c'est une discussion assez floue que j'ai avec certains teams pour le WEC. Où le WEC ça fait rêver, c'est des P2, des P1, des vraies voitures qui sont abouties, il y a des constructeurs impliqués, etc. C'est un championnat qui tient la route, les courses d'endurance, donc ouais, moi je suis assez botté par ça, comme on dit là-dessus. Et le V2V c'est pareil, mais un peu plus amateur, on va dire. Il y a beaucoup de gentlemen drivers. C'est à l'ancienne, mais le niveau de compétitivité il est très 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 élevé. Le titre là, on a une course. Moi je donne un coup de main en fait aux multiples champions David Zelinger et Philippe Mondolo. Oui, ils sont champions, hein, c'est ça. Ouais, pas cette année encore. On y reste Estory, oui. La prochaine on va essayer de gagner le titre. Moi j'ai fait toutes les courses de 6 heures parce que les courses de 6 heures se roulent à 3. Ouais. Et les autres courses ils les font à 2 et je leur donne un coup de main pour les courses de 6 heures. Et 3 victoires. Voilà, exactement. Sur 4 courses, 3 victoires et une deuxième place, ça va pas trop mal. Hein. Le team est très fort. J'ai deux coéquipiers extraordinaires et oui, c'est vrai que c'est un chemin un peu plus amateur, mais dans l'organisation, mais là, en termes de pilotes, il y a des très 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 bons pilotes, des Yakari, des Yann Clairet, des David Zeringer, des gars comme ça. Et les voitures sont surtout incroyables. Ça fait moins de 700 kilos, c'est des protos de litres. Ça fait 250 chevaux. Enfin, je veux dire, comme préparation pour les sports d'endurance, je pense qu'il n'y a pas mieux, quoi. Alors, oui, justement, et alors, la question, si le team, donc Palmier avec Philippe Mondolo et donc David Zolinger est champion, alors, et toi, au classement individuel, tu es 5e avec 105 points, mais on l'a dit, 4 courses en moins. Ouais. Alors, et quand même, ce sera une victoire aussi acquise, avec toi, j'ai envie de dire, et elle sera
inévitable que tu fêtes le titre avec eux. Hein. Je pense qu'il y aura une grande part de succès avec toi et c'est clair que c'est aussi une belle saison qui va s'achever. Et logiquement, on espère pour vous en tout cas que le titre puisse y revenir une nouvelle fois dans l'équipe. Ouais, c'est clair. Moi, je suis très heureux déjà très honoré que tu m'aies pris avec eux, David Zalinger, pour raconter un peu l'histoire. M'a pris sous son aile il y a bientôt 2 ans. Il y a 2 ans en fait. Et m'a beaucoup aidé dans le pilotage, à côté de la course, etc. Et du coup, maintenant, il fait confiance qu'à moi pour ce genre de trucs. Et on est amis en dehors des pistes et on est coéquipiers. Et que rêver mieux, quoi, en fait. Et c'est lui qui m'a amené comme ça au sport proto. Et déjà l'année passée, j'ai fait une course à Nogaro où j'ai gagné avec Grégory Fargier. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire, et c'était un rêve depuis un moment, de faire une course avec mon papa à Estoril l'année passée aussi, où on a fait 3e. Donc pour l'instant, j'ai fait que des podiums dans le championnat et ça se passe plutôt bien et je suis assez honoré de pouvoir me battre pour la victoire avec ces deux personnes. Donc, voilà. Alors j'ai juste une petite question entre parenthèses, je vois dans le classement, alors je sais pas si tu connais, il y a un Frédéric Darocha, est-ce que c'est l'ancien footballeur ou non c'est autre chose? Je sais pas s'il a fait du foot, je me connais très peu en foot, mais je sais que c'est quelqu'un qui est très proche de la famille Pic. Alors je sais pas si... Non. Si j'ai regardé sur internet, ça a l'air d'être lui. C'est vrai? Parce qu'il a joué donc au FC Nantes il y a plusieurs années. Il a la peine, hein, forcément, Frédéric Darocha. J'ai vu ce nom, je me suis quand même posé la question, je me suis dit, je vais tenter de demander au cas où. Donc, ouais. Olivier, tu me confirmes, c'est peut-être lui? Bah, c'est marqué qu'il est pilote, mais après, je tombe sur les Européennes Le Mans Series et ce serait un Portugais, donc ça s'appelle. Ah bon, enfin. Et il y a 2 Darocha, attention. Hein. Ouais, c'est ça le problème, je sais pas lequel tu parles, Mathieu. Il y a un Frédéric Darocha qui... Et en Darocha portugais, je sais plus. Voilà, bon, affaire à suivre. Voilà, c'est tout. On verra ça. Voilà, donc effectivement, alors explique-nous le principe de championnat proto V2V. C'est donc un peu comme les World Series avec plusieurs courses au sein de cette discipline-là. Alors pour qui c'est adressé donc et alors, quelle est aussi la portée de ce championnat sur le plan extérieur et au niveau de la com? Alors c'est un championnat qui fait avec ce qu'il a en fait depuis quelques années. Eric Van de Wever, donc ça c'est le patron du championnat, c'est pour ça que ça s'appelle le V2V. Van de Wever a formé ce championnat avec à la base beaucoup de courses historiques, je crois, de courses classiques et ensuite un peu de GT et puis est venu ces petits protos de litres, parce qu'on appelle les CN à l'époque en France. Et en fait le format des courses est simple, il y a une course de 6 heures, 4 heures ou 3 heures selon les circuits de proto, la même durée pour les GT, et il y a aussi des courses de formule open, donc on peut venir avec n'importe quelle formule, il y a beaucoup de formules Renault évidemment, et c'est des courses on va dire à low cost, un petit budget. C'est professionnel? C'est pro ou plus amateur? De quoi, la formule? Oui, la catégorie, enfin, V2V. C'est surtout des jeunes qui sortent du karting, qui ont envie de faire leurs armes. D'accord. Et après arriver prêt pour les grands championnats internationaux. On va dire que dans le paquet, il y a souvent 40 voitures en monoplace, c'est incroyable, mais il y a de tout, hein. Il y a beaucoup plus de formules Renault évidemment, et on va dire que les 5 premiers sont des très bons pilotes. Et après c'est très disparate. Et tandis qu'en prototype, il y a beaucoup de très bons pilotes qui roulent. Et après, si on veut gagner, il faut avoir des équipages homogènes, évidemment. Et ça, c'est là où il y a aussi beaucoup de gentlemen qui roulent. Donc championnat, on va dire un peu low cost, mais il y a rien à reprocher parce que c'est à l'ancienne, et à l'ancienne ça marchait bien. Et moi, j'aime beaucoup cette ambiance-là où on se prend pas la tête. Évidemment, c'est pas très médiatisé, malheureusement. Ça devrait l'être plus. Il y a pas énorme, c'est pas les World Series, évidemment, mais nous, on est là pour faire de la course, donc, et c'est là où c'est bien, quoi.
Moi, je pense que ce sera une petite excursion pour 2013 à faire. Il faut, je vous le conseille vivement et ils en seront que plus heureux d'avoir un peu de retour comme ça. Eh oui, c'est sûr qu'il faut aller un peu en la rencontre de ces championnats. C'est peut-être cette catégorie-là, c'est une sorte de porte ouverte vers le LMS ou des championnats européens de monoplace, car donc il y a une course de monoplace en V2V. Et donc du proto, du GT, il y a vraiment de tout. Voilà, c'est un peu comme c'est des portes ouvertes à d'autres catégories plus connues, plus médiatisées et plus représentées dans le domaine des mécaniques. Et en tout cas, c'est toujours une bonne chose de faire ses armes là-dedans, c'est clair. Si on a peut-être des manques de budget, c'est toujours un bon plan de trouver des championnats où on puisse quand même continuer à poursuivre son rêve. Et c'est clair que ça commence par là. Et voilà, c'est des championnats comme ça qu'il faut continuer de supporter et de continuer à regarder. D'ailleurs, si vous cherchez quelqu'un à interviewer sur ça, il faudra appeler mon pote David. Ah, mais pas de souci, on est preneurs. Il sera très, très content de vous faire l'interview et lui, c'est l'encyclopédie du sport automobile aussi, donc je pense que vous allez vous y retrouver. Alors, on va attendre Story peut-être, et peut-être on fêtera le titre ensemble, pourquoi pas, à la fin de l'année. Parfait, je l'espère en tout cas. On croise les doigts en tout cas. Messieurs, est-ce que vous avez quelques questions? Il est déjà 21h31, on va bientôt devoir libérer notre invité. Oui, Michel. Juste une petite question, à propos du V2V. Est-ce qu'il y a des patrons d'écurie, enfin des personnes en proto qui vous suivent votre progression et si pourquoi pas plus tard ils vous prennent dans une équipe? Oui. Il faut pas dire qu'il y a ma famille en fait, parce que c'est le cheveu, mon frère c'est le cheveu des armes, qui écrit sur les prototypes et les Renault aussi. Et évidemment, il y a les constructeurs, il y a Norma, il y a Vigier, qui dans les courses sont pas s'impliquer. Donc, en fait, oui, parce qu'il y a beaucoup de monde du sport automobile en général dans ces courses, et tout le monde s'y retrouve, c'est un peu une petite fête à chaque week-end, les pilotes et tout, et en fait, mine de rien, c'est très regardé, et ça parle beaucoup dans le milieu automobile. Et évidemment qu'il y a des châssis d'évolution, parce que ces protos ont évolué, il y a encore 2 ans, c'était des châssis tubulaires. Maintenant, c'est que les châssis carbone qui sont quasiment les mêmes que les P2, en fait. Donc oui, on va dire que on peut penser à l'avenir avec ça. D'accord. Et enfin, pour terminer, un petit mot sur le Blancpain Endurance, donc dans la catégorie de GT3. Tu as pris part à la dernière course, si je me souviens bien, c'était à Navarra en Espagne. Ah, oui, voilà. Alors aussi, parle-nous-en rapidement pour terminer là-dessus sur le Blancpain. Est-ce que c'est véritablement la rivale principale du WEC ou c'est vraiment peut-être plus ouvert à d'autres catégories de pilotes? Comment as-tu vu ça de l'extérieur avant d'y rentrer dans le cercle de ce championnat? Alors moi j'ai pas fait qu'une course, j'ai fait 3 courses là en Blancpain, j'ai fait Monza et Nürburgring. J'étais un peu dans les profondeurs du classement parce que on était avec une voiture un peu performante et avec 2 gentlemen qui m'ont appelé pour rouler avec eux. D'ailleurs je me suis bien régalé, mais les balances d'équité font que les gentlemen roulent beaucoup plus lentement que les voitures des gentlemen sont très bridées, donc j'ai pas pu jouer quoi que ce soit. C'est vrai qu'à Navarra, je me suis rendu compte avec une voiture performante que ce championnat est pour moi le championnat de GT actuel. Pour moi, c'est le championnat de GT le plus pro du monde, en fait. D'accord. Parce que on exclut des TM, c'est autre chose. C'est un autre monde. Mais là, le niveau des teams est super élevé, le niveau des pilotes est incroyable, le niveau des voitures est parfait. Enfin, je veux dire, c'est du GT3, mais à côté, le GT1 a l'air un petit peu ridicule. Et le WEC, on peut pas comparer au WEC, parce que le WEC, pour moi, quand on parle WEC, on parle proto, parce que le championnat GT, WEC, il est un petit peu mort, c'est très. Mais, donc c'est pas comparable. Il faut comparer ce qui est comparable. Alors là, à mon avis, il n'y a aucune possibilité de critiquer l'un ou l'autre. Mais c'est vrai que le Blancpain, est juste incroyable. Stéphane Rattel a fait un boulot de fou et voilà. Je pense que c'est le championnat actuel. Et alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir vu Valentino Rossi dans une Blancpain pour faire la transition après que la MotoGP, ça sera notre prochain thème avec Casey Stoner qui passera en V8 Supercar la saison prochaine. Alors, un petit mot pour Rossi, qu'est-ce que ça fait
d'avoir vu un octuple champion du monde dans une voiture presque à tes côtés. J'étais à mes côtés littéralement parce que au briefing j'étais assis à côté de lui. Il y a 54 voitures, donc ça fait 150 pilotes. Et je me suis retrouvé à côté de lui au briefing. Voilà. Et ça a été un gars très sympa, on a même un peu rigolé ensemble, donc ça a l'air d'être un gars très fun, et avec un bon coup de volant, un équilibriste, donc il sait ce qu'il fait. Il roule avec son pote pour le plaisir, donc c'est assez fun d'avoir des gens comme ça, et c'est que positif pour la notoriété du championnat. Oui, c'est surtout un avantage d'avoir des pilotes de renom comme ça. Et par exemple Grégory Rast, le vainqueur de la Porsche Super Cup aussi, qui fait des merveilles en blanc-pain. Bon, c'est l'heure, on va devoir se quitter malheureusement. Malheureusement. En tout cas, pourquoi pas, voilà, si tu veux, tu reviendras avec David Zollinger et ton autre coéquipier, dont j'ai oublié le nom, je m'excuse. Philippe Mondolo. Voilà, pardon. Merci, c'est méchant de ma part, Philippe Mondolo. Pas de souci, pourquoi pas fêter ce titre dans l'émission d'ici la fin de l'année. Donc en tout cas, on vous souhaite de le remporter. D'accord, merci, c'est gentil. Avec tout le respect qu'on a quand même pour vos adversaires, bien sûr. Hein, mais bon, on va soutenir notre ami suisse Fabien Thuner à Estoril. Donc Fabien, on te remercie de cette invitation, d'avoir accepté en tout cas, et on te souhaite donc bonne chance d'ici la fin de la saison, et à très bientôt donc sur RTS. Merci à vous, merci de l'invitation, c'était sympa. Allez, à bientôt alors. Bonne soirée. Merci, bonne soirée Fabien. Voilà. Salut. Et voilà, Fabien donc nous a quittés pour cette émission uniquement, je vous rassure. C'était très sympa en tout cas de sa part d'avoir accepté. Venant de lui, je n'en doutais pas. On va poursuivre sur l'actu, et donc la transition a été un peu faite avec Fabien. On va passer à la MotoGP, messieurs. La fin de la saison, à Valencia, on a vécu une course, peut-être l'une des plus belles courses de la saison, comme un peu à Abu Dhabi la semaine dernière pour la Formule 1. Ça s'est vraiment enchaîné, et vraiment, que dire de ce Grand Prix, qui est pas que la MotoGP, la Moto2 aussi, on va en parler rapidement, mais quand même, tout d'abord la MotoGP. Qui l'eût cru véritablement. Déjà des conditions assez mitigées, piste séchante, et vraiment une course qui nous augurait un très beau spectacle, et on en a eu. Alors, le titre donc pour Jorge Lorenzo, pas de doute, ça s'est joué à rien, pourtant 18 points seulement pour le championnat final. Il y avait de quoi avoir des revers, on fera le bilan de la saison après. Mais alors messieurs, première question, est-ce que c'est pas l'une des plus belles courses avec des accrochages, notamment Lorenzo qui chute violemment, l'une des grosses images de cette course, et Dani Pedrosa qui s'impose pour la 7e fois cette année en partant des stands. C'est presque unique, en tout cas, c'est rare, et c'est un exploit pour clôturer cette saison qui va quand même rester dans nos souvenirs pour avoir vécu quand même un très très gros duel Pedrosa, Lorenzo, et donc la fin de sa carrière en moto de Casey Stoner. Messieurs, quel est votre bilan? Tout d'abord sur cette course, et après sur un bilan aussi général. Olivier, peut-être on commence par toi, le revenant. Non, c'est vrai que ça a été quand même un Grand Prix assez spectaculaire. J'ai pas vu tous les Grands Prix de cette saison, mais je pense que ça a été le Grand Prix le plus intéressant à suivre, avec des pilotes qui rentrent au stand avant même le départ, qui changent de moto pour partir en pneu slick, qui font comme Pedrosa, une remontée extraordinaire. Et on a eu plein de petites surprises, comme par exemple Michele Pirro sur sa CRT qui finit 5e, autant dire un exploit, parce que je crois que le meilleur résultat, ça devait être Randy de Pugné 9e à Assen aux Pays-Bas. Donc c'est vrai que c'est quand même assez extraordinaire. Avec Lorenzo, malheureusement pour lui, qui chute, il a été gêné par Ellison, je crois. Sinon, je pense pas qu'il aurait remporté la course, parce qu'on voyait que Pedrosa remontait quand même assez largement sur lui. Mais c'est sûr qu'on a assisté comme un très très beau Grand Prix, et malheureusement quelques pilotes qui auraient pu faire quelque chose sur ce Grand Prix-là. Je pense à Valentino Rossi ou Randy de Pugné, n'ont malheureusement pas pu faire mieux que des places d'honneur vers la 10e position. Et c'est vrai, on a vu notamment un départ énorme de Alex Espargaro, le coéquipier de Randy de Pugné, passer en tête de la course, c'était une sacrée image. Puis de Vissodo, puis à nouveau Espargaro, et ensuite on a retrouvé Lorenzo, seul au monde, avant la remontée fantastique de Pedrosa. Jonathan, quel est ton point de vue sur cette très très belle course de Valencia, et après on parlera de la fin de la saison complète. C'était une course complètement folle, comme souvent quand il y a la pluie, la piste qui était sèche, après il s'est mis à pleuvoir.
Puis on a la petite surprise Nakasuga deuxième, ça c'est quand même un exploit. L'année dernière, il avait fait déjà un top 5, top 10 de mémoire. Là, en 2 courses, il se montre, donc ça va peut-être lui permettre d'avoir un bon bilan l'année prochaine. C'est vrai que Michael Piero au 5e, c'est assez énorme. Après, c'est dommage que Rossi termine que 10e. Il va finir sur une mauvaise note. On aurait bien aimé le voir finir sur un podium pour finir sa dernière course avec Ducati. Et c'est vrai que pour Nagasuka, alors je me rappelle plus, Tech 3 l'an prochain, ils auront Crutchlow, et il me semble qu'il reste une place disponible encore pour Tech 3. Donc peut-être que Nagasuka pourrait éventuellement trouver preneur dans cette équipe. En tout cas, les places vont commencer à se disputer. Ça va être très sympa. Bon, je rappelle, oui, Ducati, ce sera Dovizioso et Bradley Smith. Voilà, donc c'est ça. Donc sur les 3, il resterait peut-être une place avec Cal Crutchlow. Mais bon, après, rien non plus n'est assuré, tout peut arriver. Et toi, Michel, alors, comment as-tu vécu cette fin de saison MotoGP tragique pour certains et euphorique pour d'autres? Bah, cette course, je l'ai regardée du début jusqu'à la fin. Mais en même temps, comment on pouvait pas lâcher la télé C'est pas faux. Bah, déjà, Pedrosa a fait une bonne stratégie. Il a remarqué que la piste allait s'assécher, donc il a bien fait de changer de moto. Après, à propos de Rossi, par contre, lui, il avait commencé la course en pleine pluie, et ensuite il a changé. Bon, il a fait une grosse erreur parce que au moment où il commençait à s'assécher, il continuait à rouler avec cette pluie, et ça allait lui coûter beaucoup de place. Et bon, après tout le reste, Hayden qui a chuté, il y a beaucoup de pilotes qui ont chuté, et Lorenzo, lui, ce qu'il voulait, c'est de rester devant, de continuer à attaquer. Et déjà, à un moment, quand il y avait un retardataire, je me souviens, il a été gêné une première fois. Ça l'a beaucoup agacé d'ailleurs. Et en plus, au même moment, il y a Pedrosa qui commençait très vite à revenir sur lui. Et un peu plus tard, il continuait à attaquer. Et au moment où il y avait un autre retardataire, je sais plus qui c'était, il arrivait trop vite, et ça l'a aussi gêné, et il a chuté. Ah, c'est James Ellison, Michel. D'accord. Et après tout le reste, comme Nakasuga, il a été très surprenant, comme quoi, quand on met un nouveau pilote, tout peut changer dans une équipe. Voilà, ça a beaucoup, c'était au moins quelque chose qui était assez intéressant, et tout le reste, c'était aussi une dernière course assez palpitante, et très beau à voir, et c'était vraiment très intéressant à regarder. Je corrige, c'est Bradley Smith, chez Tech 3, j'ai confondu Olivier. C'est ce que je voulais dire. Voilà, je le savais. Effectivement, pour Nagasuga, c'est un japonais, donc il y en a qui font des exploits, d'autres qui malheureusement passent de l'autre côté du miroir, mais alors voilà, il y aura peut-être d'autres places qui vont se libérer du côté italien, pourquoi pas, soit dans les autres équipes Honda ou chez Ducati. En tout cas, ça va bouger vraiment. Il peut y avoir des choses, et en tout cas, voilà, Ben Spies, c'est vrai que il n'étant pas là, il n'a pu que vraiment rester un spectateur devant l'exploit de son remplaçant. Donc voilà, alors, et c'est vrai que l'image de ce Grand Prix, c'est véritablement la grosse chute de Jorge Lorenzo qui était en tête. Donc il prenait un tour à James Ellison. Alors il semblerait qu'il n'avait pas vu que Pedrosa était sorti un peu large derrière lui, c'est pour ça qu'il attaquait encore. Mais c'est vrai que bon, je dirais que c'est plus véritablement du 50-50. Voilà, Ellison n'avait peut-être pas vu, vraiment, il pouvait pas non plus trop s'écarter dans un enchaînement rapide. Et forcément, Lorenzo aurait dû peut-être faire plus attention derrière le Britannique. Et c'est vrai qu'en tout cas, l'envolée, c'était spectaculaire. Et heureusement, il s'en sort sans grand mal. C'est tout ce qu'on pouvait lui souhaiter. C'est sûr que c'est quand même une assez grosse chute. On l'a vu, il est quand même tombé sur le dos. Même s'ils ont quand même des protections déjà depuis de longues années, mais ça aurait pu lui faire très très mal cette chute. Et Pedrosa aussi, il avait fait une petite erreur comme ça. Il était aussi à deux doigts de chuter. Il avait fait, je crois qu'il est parti un petit peu trop large dans un virage, et ça l'a un petit peu déstabilisé. Il avait fait aussi une petite frayeur. Ouais, tout à fait. Et en tout cas, voilà, Pedrosa, il a souligné la stratégie vraiment. Il a vraiment
c'est un choix assez délicat de partir en pluie, mais vraiment, ce qu'il a fait, la bonne chose, c'est qu'il est rentré au centre avant le départ, il a sacrifié la grille au profit du départ des stands, alors que d'autres ont vu forcément au fil des tours du temps précieux s'écouler avec les mauvais pneus, et c'est pour ça que Pedrosa a vraiment fait une remontée énorme, il a pu profiter, il a pu surtout rattraper le retard qu'il a eu après le départ pour véritablement se porter à l'assaut sur le podium, et fut irrésistible, et peut-être que le titre de Lorenzo l'a un peu libéré aussi quand même, évidemment, et évidemment comme les enjeux n'étaient plus d'actualité, Pedrosa s'est lâché, et c'est donc le pilote avec le plus de victoires cette année, 7 victoires, ça fait beaucoup, c'est sa meilleure saison aussi, vice-champion, 18 points seulement, de quoi avoir quelques regrets, mais bon, on peut pas refaire la saison, et justement, messieurs, on va faire le bilan de la saison, un point sur le classement général en MotoGP, donc Lorenzo 350 points, Pedrosa 332, Casey Stoner 254, une victoire donc à Phillip Island après son retour, et Dovizioso 4e, 218 points, Bautista 5e, 178 points. Jonathan, quelles sont tes satisfactions et tes déceptions de cette saison en MotoGP? Qu'est-ce que tu voudrais souligner qui t'a marqué vraiment cette année le plus? Les satisfactions, c'est surtout Pedrosa, parce qu'on l'attendait peut-être pas quand même à ce niveau-là. Après, Lorenzo, il a confirmé. En Stoner, c'est dommage qu'il se blesse, parce que sinon on aurait une lutte à 3, je pense, pour le titre. Après, au niveau des déceptions, on peut mettre Valentino Rossi, qui a été souvent au-dessus de... Enfin, Nick Hayden a souvent été devant lui, même si au classement, il est largement devant Valentino Rossi, avec aussi la blessure du côté d'Indianapolis pour Hayden. Sinon, la grosse déception, c'est Ben Spies, qui termine à 10e place avec des courses en moins à cause de sa blessure. On va dire le seul endroit où il aurait pu faire un truc du côté d'Indianapolis, c'est la mécanique qu'il lâche. Donc il y a un peu de malchance, mais c'est une grosse déception. Ben Spies cette année, c'est pour moi la plus grosse déception de l'année. Olivier, quel est ton bilan? Le bilan, c'est que Lorenzo fait une saison quasi parfaite, à part à Assen où il s'est accroché. Je crois qu'il a fini tous les grands prix, et à part bien sûr le dernier, mais sinon il a fini tous les grands prix et quasiment sur le podium à chaque fois. Et premier ou deuxième, il me semble, pas une seule fois, troisième. Ouais, donc voilà, c'est qu'il fait quand même une saison quasi parfaite. Pedrosa, qui on me l'avait dit en début de saison, parce que les motos sont revenus quand même à une grosse cylindrée, je me rappelle plus exactement, mais on doit s'approcher des 1000 cm3 cette saison. Et en 2007, Pedrosa avait fini deuxième avec une 990 cm3. Et moi je me suis dit, sachant qu'il est maigre, enfin il est pas très lourd, il aura plus de mal. Et en fin de compte, on voit qu'il arrive mieux à maîtriser la puissance des motos quand il y en a plus sous le capot, on va dire. Enfin, je sais pas si vous m'avez compris, mais alors oui, justement, est-ce que la question du poids embarqué, le lest du pilote joue aussi, parce que la machine est plus lourde forcément? Est-ce que après il a les bras musclés certainement, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est au niveau du lest, lui-même, son poids embarqué étant plus léger normalement que ses concurrents, il a peut-être moins de mal à vraiment diriger la moto justement dans les enchaînements rapides, pour dans les virages, pour se coucher, tout ça, et peut-être qu'il a moins de mal, et forcément peut-être je sais pas, mais un centre de gravité plus bas, ça peut lui procurer quelques avantages. Ouais, peut-être. Enfin, il a fait quand même une très bonne saison. Malheureusement, il rate le titre. Bon, je pense qu'on va le retrouver l'an prochain avec Lorenzo une nouvelle fois pour le titre. Sinon, l'écurie Tech 3 aussi, que j'ai bien aimé cette année, ils ont fait quand même de très bons résultats. L'écurie d'Hervé Poncharal, qui est revenu vraiment à un très très bon niveau avec ses deux pilotes. Et bien sûr, j'ai des déceptions, Ducati qui est encore au fond du trou cette saison, et qui c'est vraiment de pire en pire depuis l'année du sac en 2007, ils font que régresser. Et donc tout le monde attendait Valentino Rossi chez Ducati, c'était un peu le parallèle avec Schumacher et Ferrari, et malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à gagner un seul Grand Prix, il a dû monter 2 fois sur le podium, je crois, en 2 ans, ce qui est vraiment très très peu. Non, 5-6 fois, 4-5 fois. Ouais. Mais bon, voilà, c'est pas... Ouais, c'est très très peu. Enfin, pour Valentino Rossi, on connaît ce qu'il a fait avant que ça chez Ducati, et pour lui, je pense que c'est quand même une réelle déception.
Et après, bon, les CRT, on a vu ce que ça donnait cette année. On voit bien quand même qu'il y a un gouffre entre les MotoGP et les CRT. On voit qu'il y a quand même 2 championnats différents et on peut voir quand même qu'il y a de très bons pilotes au niveau des CRT, mais malheureusement, on voit bien qu'il manque la puissance pour les motos. Alors, est-ce que c'est peut-être dangereux aussi ce double championnat en parallèle? Est-ce qu'il faudrait pas trouver des solutions ou tout simplement changer encore une fois le mode de fonctionnement? Parce que c'est vrai que ils se prennent vite un tour, même s'ils n'ont pas l'air de véritablement faire des bouchons comme dans les voitures 4 roues, parce que les motos, bon, c'est moins large. Mais en tout cas, voilà, ça cause quand même de sérieux écarts et ça peut fausser des courses. Alors voilà, c'est Ellison sur Lorenzo par exemple. Est-ce que s'il faudrait pas plutôt, ces motos-là, il y a des expérimentés, il y a des sortes de rookies. Et voilà, c'est pas facile à s'affirmer dans ce demi-championnat vraiment. C'est quand même dommage pour la MotoGP pure. Bah, c'est vrai que c'est quand même assez aberrant. Enfin, si on compare par exemple à la Formule 1, c'est un peu mettre des Formule 1 et des Formule Renault 3.5. Enfin, c'est un peu, il y a quand même une trop grande, un trop gros écart entre les MotoGP et les CRT, et je pense qu'il faudrait réduire l'écart entre les motos. Après, c'est surtout parce que l'an dernier, on n'avait que 17 MotoGP, et là, on avait une grosse vingtaine, plus de 20 motos en tout. Ça faisait plus d'un plateau plus relevé, mais en même temps, il y a des gros écarts, et c'est un peu comme la F1. Cette année, on a 3 petites équipes, alors qu'en 2005, on n'avait que 10 équipes avec des performances plus serrées, comme un peu en 2009. Et là, maintenant, depuis quelques années, on se traîne des voitures très lentes qui n'arrivent pas à progresser vraiment. Et ça cause toujours quelques soucis. On en connaît quand même quelques-uns. Olivier, non? C'est franchement difficile à dire. Enfin, faudrait qu'ils améliorent cette chose, parce que moi je trouve ça franchement aberrant, un écart entre des motos comme ça dans la même course. Enfin, ouais. Moi je trouve pas l'intérêt de mettre 2 catégories de motos dans le même championnat. Michel, Jonathan aussi, des avis? Globalement, la saison est assez passionnante. En début de saison, je pensais que Honda, comme l'année dernière, ils allaient tout rafler, ils allaient tout gagner. Et puis finalement, Yamaha a très bien travaillé. Surtout, je pense que l'année dernière, Honda a été avantagé grâce à l'anti-patinage. Et cette année, vu qu'il y a eu beaucoup de changements, Yamaha a beaucoup travaillé. Après, comme tout le monde a dit, Ducati est vraiment à la traîne. Pas du tout travailler leur machine. Et après, ce qui est bien, Randy Depunier a très bien roulé avec sa CRT. Et après, globalement, tout le monde a dit ce qu'il fallait dire. Aussi un peu à la chute, Nicky Hayden aussi. Stoner a aussi fait une superbe saison s'il n'avait pas chuté. Et après, les Tech 3 aussi ont très bien bossé. Ils étaient aussi à l'embuscade. J'espère que l'année prochaine, les Tech 3 seront, j'espère, en lice pour lutter pour le championnat constructeur. Et puis voilà. Et c'est vrai qu'au niveau des essais de pré-saison en 2012, Honda était quand même toujours devant. Et on s'était posé la question, est-ce que Stoner va avoir encore cette fois un rival à sa hauteur? Après, la situation de course, l'effet de course, on peut pas y échapper. Stoner s'est blessé, a manqué plusieurs courses, et Pedrosa en a certainement profité pour retrouver vraiment une vélocité dont on avait peut-être cru qu'il aurait oublié, mais non. Heureusement qu'il était là vraiment, parce que sinon Lorenzo serait parti en cavalier seul toute la saison. C'est vraiment la grosse, c'est pas une révélation, mais vraiment c'est un émerveillement de sa part, parce que il nous a permis de ne pas nous ennuyer cette année. Grâce à lui, vraiment, on a eu une lutte, et Pedrosa aurait même pu rafler le titre. Et alors que lui, on pensait qu'il avait toujours quelques dixièmes en retrait par rapport aux pilotes de pointe, véritablement, il a trouvé des solutions. Alors, il faut confirmer l'an prochain, parce que c'est la véritable information. C'est comme Stoner va s'en aller, normalement, il aura le poids de l'équipe avec lui, il sera leader, mais après,
évidemment, son coéquipier, ce n'est pas rien, c'est le champion Moto2 qui lui-même a gagné la course à Valencia en partant dernier. Encore un exploit énorme. Donc les deux futurs coéquipiers ont fait une course exceptionnelle. Et je pense qu'on peut y avoir quelques étincelles entre ces deux Espagnols, entre Pedrosa et comme Alonso qui va se dire c'est moi l'équipe, le leader dans l'équipe McLaren Honda, et Marc Marquez Hamilton qui arrive dans la nouvelle équipe, qui amène son sort Repsol. Donc évidemment, ça va jaser. Je sens qu'on va avoir quelques étincelles. Ça pourrait profiter à Lorenzo s'il arrive à se défaire de Rossi. Jonathan, comment vois-tu cette saison 2013 qui va démarrer avec des essais de fin d'année qui ont eu lieu par contre cette semaine, on va y revenir juste après, mais Jonathan, quel est ton avis sur la saison prochaine? Qu'est-ce qui va se passer alors? La saison prochaine, elle s'annonce pas mal, hein. Lorenzo, Pedrosa, Marquez, qui revient avec une moto à son niveau. Ça va être sympa, on aura peut-être des buts à quand même. Pour moi, je pense que Marquez, il peut jouer le titre dès sa première année, puisqu'il montre en moto 2. Ce week-end, partir dernier et remporter la course, c'est assez énorme, mais pour moi, il fait partie de mes favoris pour jouer le titre, je pense. En tout cas, au niveau des essais privés de cette semaine, c'est Pedrosa qui a fait le meilleur temps avec sa Honda. Donc à Valencia en 1.32.3 devant Crutchlow et la Tech 3 à 3 dixièmes. Bradle, troisième sur sa Honda, troisième donc avec 5 dixièmes. Hayden, quatrième. Bautista Dovizioso, sixième. Marc Marquez, donc à 1 seconde de son coéquipier. Et Andrea Iannone, l'italien, sur la Pramac Ducati, à 1 seconde 5, qui était dans Moto 2 également. Olivier, tu veux réagir? Moi, je voulais revenir aussi sur Pedrosa, c'est le fait aussi qu'il ne s'est pas blessé cette saison. On rappelle que en 2011, il s'était blessé au Mans, je crois, avec le regretté Simoncelli, et en 2010, il s'était également blessé en fin de saison alors qu'il jouait le titre. Donc Pedrosa, ça fait quand même... C'était en Catalogne, je crois, l'an dernier, il me semble. Je crois que c'était au Grand Prix de France, mais je dis peut-être des bêtises. Enfin, je sais plus, bon, ouais. Attends, je cherche ça vite fait. Ouais. Non, c'était bien au Grand Prix de France l'an dernier, donc avec Simoncelli. Et en 2010 également, il s'était blessé au Grand Prix du Japon, donc il avait loupé 3 courses, et donc il était en lice pour le titre cette année-là, donc ça fait quand même au moins 3 saisons qu'il est là, Dani Pedrosa, et qu'il va falloir encore compter sur lui l'an prochain, en espérant bien sûr comme cette saison qu'il ne se blesse pas. Sinon, je voulais revenir également sur Marc Marquez. Voilà. C'est sûr que vu le talent qu'il a montré en Moto 2 cette saison, il va effectivement jouer les premiers rôles l'an prochain. De là à jouer le titre, peut-être pas, parce qu'il manquera peut-être un peu d'expérience face à Lorenzo, Pedrosa et Rossi, mais il gagnera au moins un Grand Prix, si ce n'est plusieurs l'an prochain, ça c'est sûr. En ce qui concerne Valentino Rossi, pour moi, je suis un peu plus... je vais peut-être refroidir un peu l'ambiance, mais pour moi, Rossi est sur le déclin et pourra gagner peut-être 2-3 courses, mais ne jouera pas le titre. Pour moi, je pense la période Ducati l'a vraiment démoralisé, et même s'il a une moto meilleure que la Ducati l'an prochain, je pense qu'il aura du mal à retrouver son niveau qu'il avait avant. C'est vrai que c'est qui tout double un peu. Soit il retrouvera des sensations, soit il continuera à décliner. On verra, mais en tout cas, c'est sûr que ça va pas être simple pour lui face à Lorenzo, le double champion du monde. Alors un petit mot sur Casey Stoner maintenant, le retraité du 2 roues. Alors l'info, là, il fera du V8 Supercar en Australie la saison prochaine. Alors c'est une reconversion plutôt comme à la Barrichello en IndyCar, ou véritablement il a de l'ambition à votre avis et qui veut chercher à remporter les courses? Un peu des deux. Il vient ici juste pour s'amuser et aussi pour gagner, parce que s'il fait du VW Supercar, c'est pas une catégorie, c'est un peu comme le DTM, c'est vraiment une catégorie. En Australie, c'est vraiment un sport qui est très connu là-bas. Et je pense que s'il vient là-bas, c'est pour s'amuser, mais aussi pour gagner. Messieurs, d'autres avis sur Stoner? Pour moi, c'est clair que je pense qu'il y va quand même pour gagner, même si... Est-ce qu'il en a aussi les moyens de gagner dans un championnat totalement nouveau? Pour moi, il aura beaucoup de mal face à des spécialistes. Enfin,
le V8 Supercar, c'est quand même une chose de spécialiste. C'est vraiment que des Australiens ou des Néo-Zélandais. On a quelques routiers, on va dire, comme Bourdet qui a gagné Surfers Paradise, je crois, il y a un mois environ. Mais pour un pilote de moto, je pense que c'est quand même difficile de se retrouver comme ça dans une voiture, enfin de se retrouver de 2 roues à 4 roues. Je pense que c'est quand même assez difficile. Et pour moi, il va jouer des places d'honneur simplement. Enfin, pour gagner la gagne, il faudrait vraiment qu'il soit au-dessus des autres. Et John, à notre avis là-dessus? Ouais, c'est clair que ça va être compliqué pour lui de tout de suite être au niveau des autres. Après, je sais pas si ça sera dès 2013 qu'il y sera. J'avais entendu parler de 2014 et pourquoi pas chez Triple Eight, la meilleure équipe. Ça pourrait peut-être l'aider, ça, s'il est directement chez un top team, surtout qu'ils vont changer de sponsor, ils vont avoir Red Bull en 2013. Ça pourrait, pourquoi pas, arranger les contrats, tout ça. Mais bon, il va falloir quand même qu'il détrône les 2 meilleurs pilotes des 8 qui sont dans cette équipe. Mais bon, ça va être sympa de voir ce qu'il donne sur 4 roues. Il suffit de regarder Alex Premock qui est là-bas depuis cette année et il a vraiment du mal à s'y faire. Il a fait même pas un Tobis, je crois, cette année, donc c'est pas simple. Faire à suivre pour Casey Stoner. Et en tout cas, bon, on peut toujours croire à l'exploit de ce très très grand pilote. Quelques statistiques en moto, non pas que MotoGP, mais depuis 2001 notamment. En 176 courses, c'est 45 victoires, dont 10 en 2007 et en 2011, les 2 années de son titre. Double champion du monde sur Ducati et Honda. 89 podiums. 16 podiums l'an dernier en 2011, c'est sa meilleure perf, et 14 en 2007. Voilà. 43 pole positions, 12 l'an dernier sur 17 courses, ça fait beaucoup, un peu à la Vettel, et 33 meilleurs tours, et en tout 2411 points, donc 2 titres de champion du monde en 2007 et 2011. Alors, à quelle échelle on pourrait le placer, Stoner? Est-ce qu'il peut rester quand même dans l'histoire de la catégorie, de la discipline, où vraiment, bon, c'est pas un champion très charismatique, à votre avis? Comment le voyez-vous de l'extérieur, Casey Stoner? Est-ce qu'il va aussi vous manquer, Jonathan? Bah, oui, forcément un peu, parce que c'était l'un des animateurs principaux du championnat. C'est un grand pilote qui va rester dans l'histoire de la MotoGP. Bon, après, c'est sûr que par rapport à Valentino Rossi, ils ont pas fait la même durée de carrière en MotoGP. Mais ça va rester l'un des grands quand même de la MotoGP. Olivier Michel? Bah oui, pareil. C'est vrai que comparé à Valentino Rossi, il aurait pu faire encore 5 saisons en MotoGP. Peut-être qu'à partir de là, on aurait dit ouais, il nous manque. C'est bon, peut-être que dans quelques années, il reviendra en MotoGP. Ça me paraît un peu logique. Mais c'est vrai qu'il aurait dû être encore plus multiple champion du monde pour vraiment dire que voilà, il va nous manquer. Il est encore jeune, il a encore une longue carrière derrière lui, et peut-être que s'il revient en MotoGP, là on pourra dire ça y est, il est de retour et on sera content de ça. Mais tu le vois revenir peut-être? Oui, évidemment. Ça va lui manquer, il va pas comme Schumacher. Bah, c'est comme Raikkonen, Schumacher, voilà. Raikkonen, il a fait une petite pige en WRC, il a fait même la NASCAR, et voilà, il est revenu, et la preuve, il a gagné la dernière fois à Abu Dhabi. C'est vrai. Mais c'est vrai que, peut-être qu'il est resté trop longtemps chez Ducati. Bon, d'un côté, quand même chez Ducati, c'est 4 années, un titre de champion, 2e place, et 2 4e places au général, alors que voilà, c'était souvent Valentino Rossi qui dominait. Ensuite on a eu Lorenzo, c'était Yamaha en tout cas. Bon, c'est vrai qu'il a manqué une machine pour vraiment aller plus loin, mais en tout cas je pense qu'il a fait aussi le maximum qu'on pouvait lui demander. C'est sûr que sur une Ducati, il s'est permis de pouvoir établir la moto à son pilotage, et véritablement ça a fonctionné avec de très beaux succès, et donc en 2007 le titre fait assez insolite. C'est en 2007, 2008 et 2009 il remporte à chaque fois le premier Grand Prix au Qatar. Ensuite il remportera une nouvelle fois en 2011. C'est véritablement son tracé fétiche. Il est très fort encore
encore dans cette discipline. Voilà pour Casey Stoner. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter là-dessus, messieurs? Ah non, mais comme tu le disais, c'est que Stoner était fait pour Ducati ou Ducati était fait pour Stoner, mais les 4 saisons qu'il a été chez Ducati, il a gagné au moins une course, même 3 minimum, alors que depuis 2011, Valentino Rossi et Hayden n'en ont remporté aucune. Eh oui, c'est vrai que c'est souvent sur le moyen terme, long terme que vraiment une véritable paire de pilotes et une équipe s'établit. Et voilà, en un an, c'est dur de tout changer, pour Ducati de 2 pilotes, passer voilà de Stoner à Rossi, c'est quand même pas rien. C'est 2 niveaux de 2 pilotes différents et forcément il faut du temps, et 2 ans ça suffisait véritablement pas pour l'équipe italienne de trouver une bonne voie. Et après, je pense que surtout Rossi avait du mal il voulait trop peut-être se faire écouter, connaissant son palmarès, il voulait espérer que tout tourne avec lui, qu'on l'écoute. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a eu quelques tensions entre lui et ses mécanos, son ingénieur, et ça n'a peut-être pas vraiment fonctionné comme il le souhaitait. Et en tout cas, la page Yamaha qui va se tourner, donc on l'a dit, peut-être des victoires, mais c'est sûr que Lorenzo, dans la dynamique qu'il a actuellement, ça paraît presque difficile de le voir remporter beaucoup de courses face à son coéquipier espagnol. Donc la tâche sera ardue, mais en tout cas, il revient vraiment dans son équipe de cœur et il aura peut-être l'occasion de retrouver ses anciens amis et pourquoi pas refaire un chemin d'histoire ensemble. On peut se mettre à rêver. Il peut aller chercher le record de Sébastien Loeb avec 9 titres, il en est pas loin. Il en a la chance, il va encore y rester peut-être quelques années. Valentino Rossi, donc voilà, vivement l'an prochain, en tout cas on en reparlera de la MotoGP d'ici quelques semaines, que les prochains transferts s'actualisent. En tout cas voilà pour la Moto 2, le classement final, Marc Marquez donc champion, 324 points, Paul Espargaro 268 points et Andrea Iannone 193 points. Et pas de surprise, Sandro Cortese en Moto 3 était déjà champion, 325 points, Luis Salam 214 et Maverick Viñales 207 points. Tous ces petits jeunes, on les retrouvera l'an prochain véritablement avec le couteau entre les dents et l'envie de gagner, notamment côté français. En Moto 3 on était bien servi avec Louis Rossi, Hector Fobel, Louis Rossi, Alexis Masbou et Alan Tuscher, 3 Français, et Louis Rossi, victoire au Mans, c'est plutôt une bonne nouvelle. En Moto 2, Johan Zarco, Mike Di Meglio, Zarco a dit qu'il devrait se battre pour le podium, peut-être la victoire la saison prochaine, on l'espère en tout cas. Et en MotoGP, il reste Randy Depugnet. Pour finir là-dessus, mais sur Randy Depugnet, est-ce qu'il va encore continuer en CRT? Est-ce qu'il a d'autres ambitions? Est-ce qu'il n'est pas un peu fini, j'ai envie de dire? Est-ce qu'il n'est pas arrivé au bout, il a bouclé la boucle en MotoGP? Je sais pas du tout, mais s'il reste encore, si ça se trouve, s'il fait une bonne perf en 2013, si ça se trouve, il fera une nouvelle saison en 2014 dans une grande équipe. Donc, si j'ai un conseil à lui faire, autant rester là-bas, prendre le risque de continuer en catégorie CRT. Et s'il fait de bonnes perfs, il sera dans une bonne équipe en 2014. Ouais, on parle peut-être du retour de Suzuki en 2014 et pourquoi pas Randy Depugnet qui pourrait aller dans 2 saisons. Pourquoi pas. En tout cas, les victoires françaises, ça commence à nous manquer en MotoGP. En MotoGP, la dernière, ça doit être Régis Laconi au Grand Prix de Valence 1999. Oui, sans doute. Ça date déjà de 13 ans. Et là, la belle époque, Olivier Jacques aussi. Elle est longue. Olivier Jacques, mais lui, c'était en 250. C'était la dernière victoire, ça devait être au Grand Prix d'Australie 2000. La dernière victoire d'un... non, il y a eu Mike Di Meglio, non, c'était en 125. Ouais, tu chercheras ça. Ah, mais je suis pas spécialiste moto. C'est simple, tu tapes sur Google, tu trouveras tout de suite. Enfin bref, voilà pour la MotoGP. Est-ce qu'il y a des dernières choses à rajouter sur le 2 roues? Je vous laisse la parole, non? Non, ça va. On a fait le tour. Rendez-vous 2013, sans doute à Losail au Qatar. Si, la dernière question sur le calendrier. Alors, Estoril va quitter le calendrier MotoGP. Est-ce qu'il y a trop de Grands Prix en Europe? Pas assez dans les autres continents.
rapidement, quel est votre avis? Est-ce que vous voulez voir d'autres circuits, pourquoi pas Austin, qui sera prévu normalement l'an prochain, il me semble que c'est ça, hein. Avec Laguna Seca, il y a Indianapolis, ça fera peut-être 3, c'est un qui va partir. En tout cas, le calendrier moto est vraiment différent de celui de la F1, ça c'est évident. Voilà. Malgré le fait que les billets coûtent pas cher en Europe, je me rappelle de 2 € à Estoril cette année. On les a bradés à cause de la crise. Pour moi, le calendrier, pour moi, les circuits me plaisent bien. Par contre, il y a peut-être trop de grands prix en Espagne, quoi. Il y en a 4. Donc, faudrait peut-être répartir un peu plus en Europe. Je sais pas où faire des grands prix, mais 4 grands prix dans le même pays, je trouve quand même ça un petit peu trop. Enfin, personnellement, je trouve ça trop, moi, 4 grands prix dans le même pays. Et malgré le fait que vraiment c'est l'un des gros pays de la moto, mais bon, ça ne fait pas tout non plus. Allez, voilà pour la moto, on va passer sur le 4 roues, et c'était aussi la fin de la saison en WRC. Bon, pas de surprise, Sébastien le champion, 270 points, devant son coéquipier Mikko Hirvonen, 213, et Jari-Matti Latvala, 154. Mats Rosberg, 4e, belle perf, 149 points. Et Peter Solberg, 5e, 124 points. Victoire donc de Sébastien Loeb en Catalogne, pas de surprise. C'est le maître des lieux, incontesté, devant Latvala qui a essayé, tant bien que mal, d'assurer une lutte avec sa Ford face au champion français, mais difficilement. Il va être 3e, assez loin, 1,46 du vainqueur, et 4e Rosberg qui était en tête à la fin de la première journée à près de 2 minutes sur Loeb. Alors sur ce rallye, pas de surprise, Loeb champion et Loeb vainqueur de la course. Pourtant, Latvala c'était 7 secondes, ça aurait pu changer en faveur de l'autre, ça s'est joué sur le fil, et il y a peut-être quelques kilomètres à Latvala pour prendre la tête, parce qu'il revenait fort sur Loeb. Mais en tout cas, Loeb, champion incontesté encore une fois cette année, pas de surprise. Que dire, de toute façon, ça fait des saisons et des saisons que ça dure. Sébastien Loeb, on connaît son talent, il ridiculise ses adversaires à presque toutes les saisons, donc il n'y a pas eu grand suspense cette année encore une nouvelle fois, et c'est pour ça que je pense qu'on attend tous l'an prochain avec un championnat beaucoup plus serré. Alors, sur ce rallye d'Espagne, si ça a bien marché, voilà, nous avons un Jarko Nicara 5e à 16 minutes. À partir de là, voilà, les abandons ont commencé à tomber et quelques outsiders sont parvenus. Jarko Nicara, pas très connu, il est finlandais. En tout cas, il a 26 ans. Et voilà, il a roulé cette année sur une Mitsubishi Lancer, donc c'est le constructeur qui était là en WRC il y a très longtemps, jusqu'à 2003-2004, notamment Tommy McKinnon qui fut champion avec. Et voilà, donc Nicara, belle performance, mais c'était avec la Mini cette année de la ProDrive WRC qui a connu de sacrés remous cette année, Mini qui quittera la discipline avec Ford, donc on le sait à la fin de la saison. Nicara 5e, Breen 6e, Chris Atkinson 7e, Per Anderson 8e, Dani Sordo 9e, Evgeny Novikov 10e. Dani Sordo, c'est l'actu du jour, même de la semaine, avec bien sûr pour 2013 le transfert. Dani Sordo sera le coéquipier, le copilote, vous comprenez, de Sébastien Loeb pour la saison 2013 de rallye. Ils s'échangeront la voiture quand Loeb fera les rallyes. Et Sordo ne roulera pas, et inversement. Alors, si Loeb fait tous les asphaltes, Sordo étant très bon sur l'asphalte, n'aura peut-être pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est les courses sur la terre. Mais en tout cas, Sordo, c'est pas rien. C'est un retour aux sources pour l'ancien coéquipier, de Sébastien Loeb il y a quelques années. Et en tout cas, il était un très bon coéquipier. Et là, il va passer un peu l'étage du dessus. Il était parti chez Mini pour véritablement se mesurer aux Français. Bon, malheureusement, ça s'est prématurément terminé à cause de la décision du constructeur et de ProDrive. Donc tout simplement, Sordo va revenir un peu aux avant-postes avec la meilleure voiture et peut-être la faible concurrence qu'il y aura, si on l'a déjà répété, la Volkswagen Polo R de Sébastien Ogier et donc de Jari-Matti Latvala, les deux face à Mikko Hirvonen et Loeb ou Sordo. On aura quand même de beaux duels, je l'espère. Et puis la question qui va se poser, c'est bien sûr
Les autres outsiders, est-ce que Solberg va refaire une année avec un team privé, avec son team privé, et une voiture client qui va lui coûter quelques frais? La déception, c'est Mats Osberg, hein, qui n'aura pas de volant officiel qui fut très bon cette année. Hein, je le répète, 4e au championnat, le Norvégien. Et voilà, comme d'autres espoirs, Novikov, Neuville, Tanak, entre autres, hein, c'est les déceptions. On va attendre quelques années pour retrouver d'autres constructeurs. En tout cas, le rallye va essayer de repartir de l'avant. Ça va être très difficile. On en a quand même bien parlé cette année ici, hein, et malheureusement, les semaines passent, plus les semaines passent, et moins on trouve d'arguments positifs pour l'attrait de ce championnat qui souffre de la concurrence de l'IRC. Michel, tu les à propos de Solberg, bon, je pense qu'il se trouvera une bonne équipe l'année prochaine. Il était déjà très bon dans sa propre équipe, et je pense que l'année prochaine il trouvera une équipe moins performante que Ford, mais il sera encore là l'année prochaine, et franchement, j'ai du mal à croire qu'il jouera les titres, mais il sera encore performant l'année prochaine. Et c'est vrai que l'an dernier, il devait plutôt être plus mesuré avec sa voiture, parce que une voiture client, il devait payer presque à ses frais, hein, la réparation, et évidemment ça coûte assez cher. Et là, cette année, il avait une voiture usine, donc évidemment il pouvait refaire parler son talent. Mais au niveau de la saison, finalement, Latvala fut plus incisif que lui. La Solberg, au début de saison, c'était 3 podiums, 3 podiums sur 4, et vraiment une bonne régularité. Alors que Latvala avait une victoire en Suède et presque plus rien. Et Latvala a bien fini la saison. Et Solberg, contrairement à Latvala, s'est un peu écroulé avec quelques zéros pointés, notamment 4 sur 8. La tendance est inversée. Et en tout cas, Latvala qui va partir chez Volkswagen, c'est une des rares places qui restait dans des équipages officiels. Malheureusement pour Solberg, il va devoir repayer à ses frais son équipe s'il veut bien continuer, mais c'est pas encore sûr, hein, il se pose toujours la question. Et moi j'avais une petite question, ce serait pas une erreur de casting pour Citroën? Parce que Sébastien Loeb, je pense qu'il va peut-être venir faire 3-4 rallyes, ce sera sans doute des rallyes sur asphalte. Et donc, si j'ai bien compris, Loeb prendrait le baquet de Dani Sordo lorsqu'il reviendrait. Ce serait pas une 3e voiture supplémentaire. Non, 2 voitures. Donc du coup, Sordo, on connaît ses talents sur asphalte. Quand il était chez Citroën, il finissait tout le temps 2e derrière Loeb. Et le problème, c'est que Sordo est beaucoup moins bon sur terre que Matt Osberg. Donc il aurait peut-être fallu plus prendre Osberg pour les rallyes terre, sachant que Loeb fera les rallyes asphalte. Et c'est vrai que c'est aussi la question du casting, du choix. C'est vrai que c'était assez étrange. Bon, Michel. Mais je pense que Sordo, il connaît Citroën, il connaît bien la machine, bien l'équipe. Je pense que Citroën ne voulait pas prendre de risques, et je pense que c'est comme ça qu'ils ont, à mon avis, c'est comme ça qu'ils ont réfléchi, Citroën. Ouais, c'est vrai, mais bon, alors peut-être que Hirvonen sera le leader, parce que lui, il est à peu près polyvalent sur tous les types de surface. Alors peut-être que c'est pour assurer les points constructeurs derrière, même s'il n'y aura pas beaucoup de mal, je pense. C'est vrai qu'Hirvonen, s'il est le leader en contesté, il aura toute l'équipe devant sous lui, et Loeb peut-être. En guest star va peut-être gagner 1 ou 2 rallyes quand il va y participer, mais je pense qu'il sera beaucoup à la tâche avec l'équipe pour leur donner quand même quelques tuyaux, quelques conseils pour essayer de décrocher un titre de champion en son absence sur toute la saison. C'est vrai que Sordo, lui aussi, je pense qu'il va essayer de jouer l'assurance et les points constructeurs derrière pour assurer Hirvonen du titre. Je pense que ce sera plus ça la philosophie, évidemment. Hirvonen qui fera toute la saison complète, et les 2 autres se partageant le volant. Et face à eux, donc Volkswagen, Latvala, Ogier, très très belle saison quand même, 10e au général avec 41 points. C'est devant Sordo, devant Latia, Kinson, entre autres par exemple, avec sa Skoda Fabia. Il a vraiment assuré, comme il savait le faire, hein, tout simplement. Ogier, 41 points sur une S2000. Et évidemment, l'an prochain, ça va être toute cette expérience emmagasinée qui lui sera très précieux. Il a quand même tenu 1 an dans l'ombre des cadors sans vraiment jouer la victoire. Ça devait être quand même dur psychologiquement, mais en même temps,
je pense qu'il a quelque chose derrière la tête. C'est forcément cette voiture qui devrait être, je pense, très performante, en tout cas pour l'intérêt de la discipline. Encore une fois, je m'inquiète beaucoup. Vous le comprenez. Mais si Volkswagen n'arrivera pas à la hauteur de Citroën, j'ai bien peur que cette saison 2013 passe très vite, ou pas assez vite si on veut vite en terminer. Mais en tout cas, je compte sur Ogier et Latvala pour éviter les casses mécaniques et jouer la victoire pour avoir une très belle lutte entre ces deux consultants. Plus que jamais ce soir, je dirais no comment. Voilà, Chris, c'est ta partie préférée de toute façon, WRC. Pour la partie sportive et l'attrait médiatique. Et n'oubliez pas aussi un argument avec Sordo, c'est que si on choisit quelqu'un qui serait deuxième, imaginez que Loeb gagne tous les circuits sur asphalte et qu'il finisse deuxième meilleur pilote de l'écurie, ça le ferait pas. Avec Sordo, on a déjà l'assurance au moins qu'il va déjà il va pas perdre normalement beaucoup de points sur Loeb sur asphalte, et donc il finira aussi devant Loeb. Je pense que ce serait quand même un camouflet pour le deuxième pilote de terminer la saison derrière Loeb. Et c'est moins risqué avec Sordo, je pense. Oui, ce qui est sûr, c'est que Sordo devrait faire plus de courses que Loeb la saison prochaine, donc il aura plus de chances de marquer des points, mais après on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises pour lui. Et ce sera encore plus un camouflet si Loeb devenait champion du monde en ne faisant que 5 rallyes. Je ne pense pas quand même, mais ce serait vraiment un gros Non, mais je pense que là, Hirvonen mettra un terme définitivement à sa carrière. Oui, ça je n'en doute pas, hein. Ça peut arriver. Et au niveau du classement général, on a Hirvonen, on a Osberg, qui est le seul à avoir marqué des points à chaque rallye. À Monaco et à Nouvelle-Zélande, il n'y était pas. Donc, c'est vraiment une grosse performance de la part du Norvégien, ce qui prouve encore tout son talent, hein, c'est dommage. Latvala 2-0 pointé à Monaco et Mexique. Hirvonen, un seul, c'était cette fameuse disqualification au Portugal, tout comme Loeb. Et Loeb en Italie, en Sardaigne, ne marquant 0 points également. Sinon, on a eu un championnat assez disparate. Thierry Neuville, notamment 53 points, qui a démarré lentement et une très bonne période entre Portugal et la Nouvelle-Zélande. Et ensuite, une 4e place méritée en Alsace. Donc le Belge aussi va espérer poursuivre sur sa lancée. Normalement, le Citroën Junior Team aura encore un équipage. En tout cas, on l'espère pour le Belge qui mérite de poursuivre l'aventure. Et on l'attend quand on veut dans l'émission, mais pour l'instant, j'ai du mal à le contacter. Mais on ne sait jamais, tout peut arriver. Hein. Je vous rassure, en tout cas, Osberg, véritablement, la révélation, la confirmation de la révélation de l'an dernier. Un deuxième en Norvège la saison dernière et la 3e pour la Suède. Et après, donc, des rallyes très très uniques. 4e dans les 5 premiers presque à chaque fois, hein, je pense. C'est une des futures stars et des futurs concurrents sérieux, hein, à Ogier, pourquoi pas. En tout cas, on espère vraiment en 2013 avoir une belle saison. Jonathan, allez, pour conclure sur le rallye, sur WRC, point de vue global sur la fin de saison et l'an prochain. Sur la saison, on va dire que Loeb était au-dessus du lot, hein, comme ces dernières années. Hirvonen, il a quand même essayé de y tenir tête. Bon, ça a été difficile. Après, les Ford, ça, qu'ils ont fait pas mal d'erreurs dès le début de la saison. Sordo qui menait largement, c'était Carlo qui se sort. Latvala, pas Sordo, Latvala, excusez-moi. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de sorties aussi avec Solberg. Bon, c'est dommage. On aurait pu avoir peut-être une lutte un peu plus intensive pour le championnat. Pour Loeb, il était au-dessus, hein, y a rien à dire. Après, au niveau de ça, des transferts, Sordo chez Citroën, il connaît bien la maison, c'est un peu expérimenté. Moi, j'aurais plus cru que Citroën aurait pris un jeune comme Thierry Neuville, qui est du junior team, mais il l'aurait plus monté dans l'équipe officielle. Bon, je pense qu'il aura sa chance plus tard, Thierry Neuville, et j'espère qu'il va faire une bonne saison l'année prochaine. Ouais, c'est évident. On a vu, c'est peut-être l'un des successeurs potentiels de Hirvonen, au moins, ou alors, si Sordo et Loeb ne continuent pas en 2014, pourquoi pas trouver une place de titulaire dans l'équipe première. Voilà pour le rallye. Alors, que pouvons-nous rajouter, si ce n'est que Sébastien, donc l'an prochain, devrait s'essayer à d'autres disciplines, donc le circuit, hein, pourquoi pas, le championnat de France FFSA, on l'a vu au Castellet il y a moins d'un mois, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'était le 20 octobre dernier. Il avait fait une très belle perf avec sa McLaren. En tout cas, je pense que c'est l'une de ses ambitions futures, le circuit fermé, asphalté, goudronné, bitumé. Et en tout cas, il a du potentiel, ça c'est sûr.
mais je pense qu'on ne le verra pas en moto, hein. Il ne va pas nous faire des choses à la Schumacher, je pense qu'il va rester collé au sol sur 4 roues, et je pense qu'il peut encore nous faire quelques belles surprises, et j'en suis convaincu même. Voilà, pour le rallye, est-ce que vous avez des dernières choses à rajouter là-dessus? Non. On en reparlera la prochaine semaine. Ouais. C'est d'autres infos. Alors, on va faire la page NASCAR. D'abord, Jonathan et Michel, bien sûr. Alors, Jonathan, c'était l'avant-dernière course ce week-end en NASCAR. C'était à Phoenix de ces Hauts-Bois. Donc, NASCAR, alors, Jonathan. Donc, on va faire un petit point sur le championnat avec Olivier aussi. Enfin, tous les trois, vous allez être les maîtres de cérémonie de cette partie NASCAR. Jonathan, alors, donc à Phoenix, rappelle-nous où en sommes-nous dans ce championnat, hein, donc une course de la fin. Alors avant la course, il y avait 7 points d'écart entre Jimmy Johnson et Brad Keselowski. C'est Johnson qui avait l'avantage. Et en fait, Johnson a eu un petit souci mécanique et il a fini dans le mur. Alors je vais rechercher le tour exact. En fait, il y avait 318 tours et il a été dans le mur au 236e. Et au même moment, Brad Keselowski prenait la tête de la course. C'est-à-dire comme un symbole, ils se sont échangés les rôles. Et donc, il a perdu énormément de points et maintenant il a 20 points de retard. Donc ça va être très compliqué, sauf erreur de Keselowski. Il ne peut pas espérer grand-chose pour le titre. Ça va jouer entre les deux, mais c'est vrai que Keselowski est plus que bien parti pour aller chercher le championnat. Au championnat, donc Brad Keselowski, 2371 points, le leader en 35 courses. Jimmy Johnson, deuxième, donc il perd sa place de leader à 20 points de l'actuel leader Keselowski, 2351 points. Et on retrouve Casey Kane, troisième, plus une place à 50 points. Ça reste très ouvert, en tout cas, avant le dernier ovale à Miami. Michel, victoire de Kevin Harvick sur sa Chevrolet en 319 tours, hein, c'est beaucoup. Alors quels sont les temps forts de la course que tu as noté? Moi, j'ai pas vu la course, malheureusement. J'ai un emploi du temps assez serré en ce moment, donc j'ai pas pu regarder la course. Olivier, alors la fin. J'ai juste vu la fin, l'accrochage entre j'arrive plus à retrouver les Bowyer et Gordon. Les noms. Ouais, voilà, et donc qui s'est suivi d'une grosse bagarre dans les stands entre mécaniciens et pilotes. Enfin, c'était un peu du grand n'importe quoi, ce qu'on ne verra jamais en Formule 1, je pense. Bon, en fait, pour rappeler juste les faits, c'est qu'il y a eu une touchette entre Bowyer et Gordon. Gordon a été dans le mur à cause d'une crevaison, ça y a pas plu, et à 2 tours de la fin, il a envoyé Bowyer dans le mur. On a arrêté la course au drapeau rouge pour nettoyer, et dans les stands, les mécanos de Bowyer ont été voir Gordon. C'est parti un peu en fight, on va dire, et après il y a Bowyer qui est revenu, tout ça. Bon, le public était un peu en délire. Bon, il y a quand même des sous qui sont tombés cette semaine. Gordon, il a perdu 25 points au classement pilote et au classement constructeur, avec une amende de $100,000. Les deux crew chiefs, ça suit de Jeff Gordon, Alan Gustafsson a une probation jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, Keselowski, c'est celui de, non, il y a rien du tout, là. Par contre, Keselowski, lui, il a reçu une amende de $25,000 et une probation jusqu'à la fin de l'année parce qu'il a envoyé un tweet pendant la course. Ah oui, pendant le drapeau rouge, parce que j'avais pas compris l'information. Moi, j'avais vu que c'était marqué qu'il avait tweeté pendant la course. Je me suis dit, bah oui, bien sûr, il va tweeter, en conduisant, enfin. En fait, il avait déjà fait à Daytona, il est pris en photo à l'accident avec Montoya, qui avait percuté une sécheuse. Il avait pris une photo, il l'a mis sur son Twitter pour un drapeau rouge. Et là, en fait, il a répondu à un journaliste à NASCAR qui a mis une photo de la baston dans les stands. Ok, ouais. Pendant le drapeau rouge. Voilà. Et alors voilà donc, messieurs, quels sont vos favoris pour la dernière manche à Miami sur un ovale qui pourrait donc tirer son épingle du jeu, Jonathan? Voilà, ça va être compliqué, hein. Comme j'ai dit, s'il n'y a pas d'erreur pour Brad Keselowski, ça devrait le faire. Parce que les points NASCAR, c'est le dernier, il marque 1 point, et après on avance 1 point par 1 point. Donc on va dire qu'il y avait un place d'écart entre les deux, donc ça va être très compliqué.
sachant que Keselowski fait une grosse saison, ça va être dur. Hein. Johnson, même s'il y a 5 titres, là, ça dépend plus de lui, ça dépend vraiment de Keselowski. Donc voilà, Olivier, quel est ton avis? Après, la NASCAR, c'est pas le sport automobile que je suis le plus, mais c'est vrai que Keselowski a pris un gros avantage lors de cette manche de Phoenix, et s'il fait pas d'erreur, il devrait être champion 2012 de NASCAR. D'accord. Et Michel? Bah, pareil. S'il fait pas d'erreur, s'il gère bien sa course, il remporte le championnat. Mais bon, comme je le dis souvent, en NASCAR, des erreurs, ça arrive souvent, des crevaisons, ça arrive aussi. Bon, c'est vrai que si maintenant il y a beaucoup de monde qui abandonne et que Keselowski abandonne en dernier, franchement, vu le nombre de voitures qu'il y a, ça, je sais pas, tout peut arriver. Bon, je dis plutôt Keselowski. On ne sait jamais. Ce qu'on a connu en IndyCar, hein, forcément, ça se joue dans la dernière course, et la fin de course, là, le championnat bascule et tout peut arriver. Hein. On l'a bien vu, donc entre Will Power et Hunter Race. Oui, je m'en rappelle. Hein. Justement, Will Power, il est chez Penske. Brad Penske, il est aussi chez Penske, donc ça serait bête que là aussi dans un championnat ils perdent de titre alors qu'ils ont quand même bien en main. Ouais. Oui, Olivier. Non, j'ai rien à dire. Pardon. Donc voilà pour la NASCAR. Alors, Jonathan, dis-nous les autres catégories, la Nationwide et la Truck Series, rapidement au point de vue comptable. Et avant la dernière manche, qui peut être encore sacré et avec qui ça va se jouer? Alors, en Nationwide, il y a ce week-end, c'est Joe Logano qui a gagné, un pigiste de la Sprint Cup, sa 9e victoire de la saison. Vous le savez, hein, ceux qui roulent en Sprint Cup, ils marquent pas de points Nationwide. Au classement, c'est pareil, il y a 20 points d'écart entre Kisneus et Elliott Sadler. Elliott Sadler qui a eu un crash à 2 tours de l'arrivée, il perd tout, c'est même un scénario qu'en Sprint Cup. Et après, en Truck Series, là c'est un peu plus serré, on a 3 pilotes en 12 points, on a James Buescher, Timothy Peters et Ty Dillon. Donc il y a un bon suspense aussi, ça va être serré, et je pense que là où c'est le plus indécis, ça reste en truck, où on a encore 3 pilotes en une dizaine de points. D'accord, et en Truck Series? Justement, c'est ce que je viens de dire, James Buescher, c'est bizarre, c'est Ty Dillon. Ouais, je suis complètement perdu. Voilà, donc, alors, pour les pilotes les connaisseurs de F1, on sait, Nelson Piquet Jr. est 7e au championnat, 706 points, ne pourra pas être sacré, mais en tout cas, c'est très bonne saison avec 2 victoires, 4 pole positions, 8 top 5 notamment, c'est plutôt pas mal, non, pour le Brésilien? Ouais, il progresse, franchement, là, depuis cette année, il a vraiment fait une belle saison. De mémoire, l'année prochaine, il changera d'équipe, il restera en Truck Series. Après, je pense qu'on pourra peut-être le voir dans le futur en Nationwide et pourquoi pas dans quelques années en Sprint Cup. Mais il grille pas les étapes, comme un certain, par exemple, Scott Speed, qui avait fait de l'ARCA, la 4e division, qui a été directement monté en Cup. Maintenant, il s'en fout dans une petite équipe qui a pas vraiment le budget. Et donc voilà, c'est assez compliqué pour lui. Et si je peux rajouter juste une dernière info, en Truck Series, on aura un Français, Michel Dizier, qui sera à Daytona au mois de février, et il fera aussi la course d'ARCA une semaine avant. Et au mois de décembre, il va participer au test à Daytona. Tout à fait, Michel Dizier, donc tu m'en as parlé hier. Et alors, Danica Patrick, pour conclure là-dessus, alors cette saison, quel est son bilan? C'est pas trop mal, même si on aurait pu espérer mieux, parce que l'année dernière, elle faisait le championnat IndyCar, elle faisait quelques courses en NASCAR, elle avait fait des belles choses, elle avait fait même un top 5 à Las Vegas, en style course à la conso, mais bon, elle avait fait des belles choses, elle a que 4 top 10, une pole à Daytona lors de la première course, donc c'est moyen, mais bon, elle va faire le meilleur résultat d'une femme au classement Nationwide, donc c'est pas mal. L'année prochaine, elle va aller en Sprint Cup, ça va être un autre niveau. Cette semaine à Phoenix, elle faisait les 2 courses Nationwide et Cup. Elle faisait une belle course en Cup. Elle était au niveau de la 15e place. Malheureusement, à 2 tours de la fin, elle s'est fait envoyer d'or par Jeff Burton.
Et y a pas de drapeau jaune, elle met du fluide sur la piste, ça provoque un carnage à l'arrivée, vous l'avez sûrement vu, et c'est dommage pour une fois qu'elle faisait une super course. Et oui, une belle course. Voilà. Et donc bon, de toute façon, on a aussi toujours quelques guests. Allez, j'avais une œuvre en Nationwide, notamment notre ami canadien qui n'a pas retenu sa langue cette semaine pour parler de F1. Justement, on va en parler. Et donc, juste une petite information aux États-Unis. Graham Rahal qui a signé avec le RLL Racing l'an prochain, l'écurie dirigée par son père. Et pour finir sur l'IndyCar, petit exclu. Alors, la tendance voudrait qu'on ait un invité assez exceptionnel jeudi prochain. C'est presque fait, c'est en négociation, mais on en a déjà parlé sur la station. Donc, soyez là jeudi prochain, parce que ça peut être assez sympa si il puisse venir. C'est un pilote d'IndyCar, donc vous n'avez pas beaucoup de choix possibles. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. Voilà pour la version américaine. On en reparlera après Miami, bien sûr, pour la fin de saison. Vous nous dresserez un bilan encore plus détaillé, si vous le pouvez. Voilà pour la partie américaine. On va passer pour cette dernière partie à la Formule 1 qui, ce week-end, démarre sa dernière ligne droite, la dernière véritable ligne droite. Austin et Interlagos au Brésil. 2 dernières courses pour décider du titre entre Fernando Alonso et Sébastien Vettel, l'Espagnol, n'est qu'à 10 points seulement du pilote allemand du Red Bull Racing. Alors, forcément, on va commencer à faire un pronostic. 2 courses, 50 points à prendre. Qui peut tirer les marrons du feu? Qui peut prendre l'avantage sur les 2 tracés? Quelle est la voiture? Quelle sera la voiture? On l'a vu à Abu Dhabi, Vettel a connu un souci. Ça peut arriver. C'est tombé sur lui. En course, il s'est rattrapé, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Allez, Olivier, quel est ton petit pronostic de fin de saison? Comment vois-tu les 2 dernières courses se dérouler? On le voit quand même depuis le Grand Prix de Singapour que Sébastien Vettel est en marge à un 3e titre. Alonso donne tout ce qu'il peut. Malheureusement, la Ferrari, on voit qu'elle est quand même en retrait par rapport à la Red Bull. Pour moi, je pense que Vettel sera champion du monde, sauf s'il abandonne, bien sûr, soit aux États-Unis, soit au Brésil. Et Michel, quel est ton point de vue? Moi, je vais pas jouer de pronostics ou des trucs comme ça parce que je me plante à chaque fois. Mais bon, je pense qu'à Austin, Red Bull va être très performant parce que c'est une monoplace qui est très parfaite dans toute situation. À Austin, il y a le premier secteur qui est sinueux et ensuite deuxième secteur, troisième secteur assez rapide. Donc Red Bull est plutôt bon sur ce circuit. Après, en ce qui se concerne Ferrari, on peut dire qu'ils sont bons au Brésil, mais bon, on sait jamais. On sait jamais parce qu'une monoplace, depuis toute la saison, ils ont des problèmes avec leur monoplace. Et là, depuis quelques jours, on dit qu'ils ont enfin trouvé la solution pour du problème. Bon, j'ai du mal à le croire, mais bon, on sait jamais. Hein. Après, il y a aussi Lotus qui est là en embuscade. Ils sont très performants depuis quelques courses déjà. Et McLaren, même s'ils sont moins performants, ils sont toujours au présent. Donc il faut pas les oublier. Et je pense que les 2 dernières courses, ça va être assez intéressant à regarder. Et enfin, John, Vettel ou Alonso? Moi, je suis comme Olivier, je pense que ça va être difficile qu'Alonso, je veux dire, soit champion. Vettel est quand même sur un rythme assez effréné depuis quelques courses. Et puis c'est vrai que le circuit de Austin semble vachement adapté à la Red Bull. Ça va être compliqué pour les Ferrari de résister. Après, ça sera peut-être autre chose du côté d'Interlagos. Et je pense que Vettel a un bon avantage quand même. Un avantage sur sa monoplace, j'imagine. Alors, Chris va nous sortir la théorie du siècle. Ah bah évidemment. Mais oui, parce que c'est cartésien. C'est tout à fait logique. C'est la petite blagounette du soir. Qui dit Austin dit forcément Power. Et qui dit Power dit forcément Red Bull. Et pourquoi? Fais travailler tes neurones. Bon, je vous laisse, moi. Je suis décédé officiellement. Oui. Je vois pas trop le rapport. Bon.
Mais bon, si tu veux. Austin Power, et Power, c'est évidemment pour la boisson énergisante, Red Bull. Si on veut. Oh, bon, on va te croire, on va te faire confiance là-dessus. Bon, en tout cas, effectivement, la lutte va coûter cher. Hein, ça, c'est évident. Je pense qu'on attendait depuis quelques années le duel Alonso-Vettel pour voir vraiment les deux au pied du mur. Et l'avantage, il est encore pour Vettel. Hein, donc, évidemment, au niveau comptable, c'est un avantage certain. Voilà. Et forcément, Alonso va devoir, encore une fois, trouver la solution avec une voiture logiquement en dessous de la Red Bull. Et voilà, trouver la solution. Peut-être ça passe par le Grand Prix des États-Unis. C'est ce week-end l'avant-dernière manche de la saison 2012, un circuit inconnu, donc peut-être, enfin inconnu, c'est relatif, parce que forcément ils ont travaillé à l'usine, en simulateur, ils ont commencé à trouver des réglages, mais véritablement ils n'ont pas encore roulé une seule fois, en vrai, sur la piste, avec leur monoplace. On peut s'attendre à quelques surprises, en tout cas, on ne sait jamais ce qui peut se passer, on l'a vu déjà quand même ces dernières courses, je le répète il y a 2 semaines. Et voilà, ça peut passer peut-être par là parce que forcément Interlagos, Vettel devrait être plus avantagé. 2 victoires en 2010 et deuxième en 2011. Donc évidemment, il est plutôt bien placé à Interlagos avec un circuit presque taillé pour la Red Bull et en plus avec Mark Webber qui pourra espérer pour lui l'aider pour le titre. Alonso, voilà, c'est des avantages, c'est forcément sa voiture et ça va peut-être changer, mais lentement, hein, jusqu'à Interlagos, contrairement à la Red Bull qui a trouvé des solutions presque tout de suite, en peu de temps, c'était rapide. Donc voilà, on va pour l'instant se concentrer sur Austin. La semaine prochaine, bien sûr, on va se focaliser sur la dernière manche et peut-être le dénouement, parce que Vettel peut être champion ce week-end, tout simplement, s'il marque 15 points de plus qu'Alonso, c'est-à-dire un podium, et il sera assuré presque d'être champion. Mais Alonso peut s'assurer également de limiter la caisse, et ça passe presque par une victoire, parce que même un podium, ça va être compliqué, sachant que Vettel devrait être au rendez-vous. Alors, avant de faire les pronostics, on va parler de ce circuit d'Austin totalement nouveau. J'ai pu le tester juste avant l'émission pour 3 tours seulement. C'était chaud, mais j'ai eu un très bon timing à un niveau du téléchargement. Légalement, j'ai payé du jeu F1 2012, j'ai pu faire 3 tours dans des conditions assez délicates. Bon, déjà au niveau du jeu, ça glisse beaucoup la voiture, hein, c'est pas facile sur la manette. Je l'ai pas pu faire avec mon super simulateur de conduite pour l'instant, mais je me préparais ce week-end pour apprendre mieux ce tracé. Alors, ce qui est sûr, c'est que ce tracé est un peu en 2 parties. On a des circuits lents et rapides favorables à la Red Bull avec des bons appuis aéros et une bonne motricité, et quelques lignes droites pour la Ferrari. Alors, est-ce que vraiment... alors, on a plus de virages que de lignes droites en tout cas. Alors, quel sera le détail qui va faire pencher la balance en faveur de Red Bull ou Ferrari, messieurs, ou pourquoi pas McLaren, mais messieurs, il ne faut pas les oublier. Alors, messieurs, un petit mot sur ce tracé. Olivier, pour commencer, qu'est-ce que tu en penses de l'extérieur ? C'est vrai que c'est un circuit où il faut quand même être assez complet. Enfin, il y a des lignes droites, il y a des grandes courbes à fond, il y a des virages serrés. Donc, faut une voiture quand même assez polyvalente. Et donc, je pense que la Red Bull est la voiture la plus polyvalente en cette fin de championnat. Et c'est pour ça que je vois les Red Bull vraiment en forme à Austin, tout comme les McLaren et les Ferrari un tout petit peu derrière. Jonathan, sur le circuit. Ouais, c'est vrai qu'il a l'air vraiment sympa. C'est un mélange un peu de plusieurs circuits. Il y a du dénivelé, des virages rapides, des virages lents. Donc ouais, après je rejoins pareil Olivier, et je pense que la Red Bull c'est la meilleure voiture à ce qu'elle est bonne dans pas toutes les parties lentes, rapides. C'est pour ça que je pense qu'ils vont être durs à battre ce week-end. Et alors Michel, à ce qui paraît, tu connais le circuit sur le bout des doigts. Ouais, j'ai beaucoup roulé fin 2012. Et j'ai mis beaucoup de temps pour régler la voiture parce que c'est vraiment pas facile. Le premier secteur il est assez sinueux, comme à Silverstone. Hein, oui, en fait, il est surtout rapide. Je pense. Enfin, je dirais pas sinueux, je dirais que c'est que des enchaînements rapides vraiment. On freine qu'à partir du virage 7 à peu près. Et voilà, là, je pense que ça va être surtout sur la direction
la direction, changement de virage vraiment et peut-être la souplesse de la suspension peut-être. Ouais, bah c'est surtout après, comme on a déjà dit, hein, Red Bull est très parfaite, vraiment plus que parfaite. Hein, c'est une monoplace qui a besoin d'appui et c'est un circuit où il faut de l'appui dans ces secteurs, dans ces portions. Et puis bon, il faut pas négliger la grande ligne droite après le virage 11. Et après, ce qui est assez beau à voir, c'est le premier virage qui est en épingle et ça va être compliqué. Et les pilotes qui vont tenter de dépasser dans ce virage, soit ça passe, soit ça casse. Mais en tout cas, je pense qu'il va y avoir beaucoup de casse à ce niveau-là. Après, il y a des virages assez très intéressants. Le deuxième secteur aussi, le troisième secteur. Le troisième secteur, il est assez beau à voir. Et je pense qu'il y aura aussi beaucoup d'erreurs le vendredi. Je pense qu'il y aura beaucoup de pilotes qui vont faire des sorties de piste, bloquer les roues. Enfin, on verra ça, hein, mais même s'ils ont beaucoup passé de temps au niveau du simulateur, les pilotes vont faire beaucoup d'erreurs vendredi. Et c'est vrai que le virage 1, c'est un peu le virage phare de ce circuit, hein, en grosse montée. C'est vrai que c'est un peu comme au troisième virage du Grand Prix d'Inde, ils ne voyaient pas l'enchaînement qui suit au pied de ce virage. Et ça va être pour freiner, je pense que le vendredi, c'est ça qui m'ont beaucoup bloqué là, trouver le bon endroit pour freiner, parce qu'après ça fait un replat et forcément la voiture va s'élever un peu, ça va légèrement bloquer l'avant. Je pense que ça va souffrir sur le train avant dans ce premier virage. Trouver le bon équilibre, surtout pour éviter justement cela. C'est un peu je suis forcément comme vous pressé de voir en vrai à la télé ce que ça va donner. Ensuite, on l'a dit, des enchaînements rapides du virage 2 au virage 7, des droite-gauche très rapides, donc un peu comme tu l'as dit Michel à Silverstone, mais c'est quand même il y a moins de degrés de braquage, donc forcément ça va être très très vite, je pense. Et après, on enchaîne une partie un peu plus lente, du virage 7 au virage 9. Ça va être quand même assez rapide, hein, bien sûr. Et ensuite, un virage rapide 10 qui va passer ce virage 11, peut-être une possibilité de dépassement à l'épingle numéro 11. Ensuite, le DRS, du virage 11 au virage 12, très longue ligne droite. Et voilà, ensuite, on a un petit enchaînement du virage 12 au virage 15 qui fait penser au stadium de Hockenheim. Et ensuite, le virage 15, le virage 19, c'est le grand 8 d'Istanbul à l'envers, qui part sur la droite. Et ensuite, de virages 19 et 20 à moyenne vitesse pour déboucher sur la ligne droite. Les stands, et là aussi, la sortie des stands va être délicate aussi. Je pense que là aussi, il peut y avoir, si on a deux voitures de fond, attention. J'ai envie de dire attention, voilà. Donc, vous l'avez dit, Red Bull peut-être plus avantagé. Bon, on ne sait pas, parce que voilà. Alors, même s'il ne devrait pas pleuvoir, en tout cas, un nouveau circuit, des données à aller collecter. On a d'être là. Est-ce que vous avez hâte, messieurs, de suivre ça? Et forcément, on a hâte, mais bon, on n'est pas très avantagé encore au niveau de la réception télévisuelle. Là. Oui, justement, je vais y venir. Et juste avant, ce que je veux dire, est-ce que sur un nouveau tracé, on peut avoir des surprises en termes d'outsider qui peut vraiment trouver un réglage que personne n'a et avoir une surprise. Alors, dans le passé, ça arrivait quand même rarement parce que alors, bon, en 2008, même si la Renault était à Singapour, était quand même là, sur les nouveaux tracés, on a quand même les meilleures voitures qui sont aux avant-postes. Et pour cette année, malgré une année assez hétérogène, le fait d'avoir ce circuit-là en fin de saison, ça nous réduit l'effet de surprise qu'on a eu en début de saison, évidemment. Êtes-vous d'accord? Non. Non, mais le circuit globalement est vraiment. J'ai pas envie de dire que elle est parfaite parce que c'est comme Tito qui l'a fait. Mais comparé aux autres circuits, j'ai l'impression que ce que Tito a fait, le circuit est vraiment bien parce que la largeur du circuit est moins comme j'ai dit est moins large que par exemple à Singapour. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas Singapour, la Malaisie qui fait quand même plusieurs mètres de largeur.
Là, ici à Austin, le circuit est beaucoup moins large. Donc il va y avoir, ça sera très intéressant. À part la longue ligne droite où la largeur du circuit est assez important, mais entre le premier secteur et le troisième secteur, j'ai l'impression que le circuit est beaucoup moins large et là je pense qu'il va y avoir beaucoup de tentatives de dépassement et pourquoi pas des accrochages, mais je l'espère pas. Mais là il va y avoir plus de spectacle sur ce circuit. Alors justement, sur cette condition pour la météo, donc il ne devrait pas pleuvoir, mais on peut dire que il pourrait y avoir des températures assez fraîches pour la saison. Donc on est en novembre, hein, même si on est dans le Texas, presque pas à l'équateur, mais bon, proche du Mexique, donc il fait très chaud. On pourrait avoir des températures froides, donc ça pourrait poser problème avec les pneus les plus durs que sont apportés par Pirelli. Attention aussi à l'effet de surprise de la bonne fenêtre d'utilisation des pneumatiques et de la température, ça peut jouer des tours. Mais bon, logiquement, on peut s'attendre à tout. Olivier, le problème principal, tu l'as dit, les horaires de cette course, c'est 16h, 20h vendredi, donc demain, les deux séances d'essai. Samedi, la qualif à 19h et la course dimanche à 20h. Le problème, côté français, c'est que toutes les épreuves, donc qualif, essai et course, seront retransmises sur Eurosport et pas sur TF1. Dimanche 20h, vous le savez ce qu'il y aura à la place. Hein, on ne peut pas aller contre la volonté de TF1 de diffuser son journal télévisé parce que c'est la vie. Ah, je crois que c'était l'animative, moi. Ah non, on n'est pas le dimanche. Hein, c'est lundi, ça. Et encore, pour l'instant, c'est Camping Paradis, lundi. donc non, ce ne sera pas ça. Donc voilà, 20h la course, Eurosport, ou bon, en streaming, vous vous débrouillez, hein. Vous trouverez un petit lien, mais bon, Eurosport, c'est préférable quand même. Et surtout, l'essentiel, c'est d'essayer de voir les séances d'essai pour encore plus apprendre sur ce tracé, d'avoir des données du terrain de nos chers commentateurs, et voilà, pour se faire une idée plus précise, parce que le virtuel, c'est beau, hein, le jeu vidéo, mais rien ne remplace le réel et la réalité, donc forcément, d'être sur place, ça aurait été bien. Là, on va essayer de trouver un écran pour regarder et savourer. Et en plus tu parles des essais libres sur Eurosport, et les essais libres 1 par exemple ne sont diffusés qu'en différé, et apparemment ce sera une petite partie d'une demi-heure sur les 1h30, que déjà on n'aurait pas ça en direct, et les essais libres 3 seraient carrément supprimés, donc pas génial ce que nous fait le groupe TF1 Eurosport ce week-end. Eh oui, hein, c'est malheureusement on est bien on est au courant, hein, si je puis dire, de leur façon de faire depuis quelques temps. Hein. On est plus sur ça sent la fin. Oui. Oui, et voilà, c'est ça qui me chagrine, c'est que ils retransmettent pas le Grand Prix. Enfin, ils mettent sur Eurosport, bon, ils mettent pas sur TF1. Ils achètent les droits, normalement c'est pour les retransmettre sur une chaîne gratuite. Et quand ils ont les Grands Prix, ils mettent ça sur une chaîne payante, et après ils viennent réclamer, ouais, on veut les droits. Je trouve ça quand même abusé de leur part. Et c'est pour ça que TF1 pourrait s'unir avec beIN Sport pour trouver une solution face à D8 et Canal+. Aussi affaire à suivre, ça va aller arriver très vite, hein, je pense dans le mois ou bon, d'ici la fin de l'année pour trouver la solution. Ah, il serait temps parce que ça se fait pas non plus en 2 semaines, je pense, de savoir qui prendre comme journaliste, qui prendre comme consultant, comment ça va se passer. Je pense qu'il faut quand même au moins 4-5 mois pour préparer le truc, donc il va falloir se dépêcher très très vite. Et oui, forcément. Donc moi je suis disponible, hein, si vous voulez. S'ils t'entendent, ces personnes-là. Imaginons, on ne sait pas. Enfin, on verra. On verra bien. Donc voilà, la météo. Est-ce que vous avez des dernières choses à rajouter sur ce Grand Prix? Pourquoi pas votre pronostic de la victoire? Qui va gagner, Jonathan? Qui vas-tu gagner à Austin? Oh bah moi c'était clairement Vettel. Hein. Je pense qu'il va être au-dessus du lot. Après bon, un peu sur le podium, on va espérer comme Alonso pour qu'on ait un petit suspense au Brésil. Ça serait sympa. Effectivement. Michel, ton prono? Je sais pas du tout, c'est un nouveau circuit et bon, les Red Bull sont les favoris, mais je sais pas, pour un circuit comme ça, pour les pneus, pour la gestion des pneus, je sais pas quel type d'asphalte c'est, si c'est une route très abrasive.
pas. Mais en tout cas, je vois plutôt Jenson Button sur ce circuit. À mon avis, il doit être plutôt bon sur un circuit comme ça, assez compliqué, assez homogène comme ça. Ouais, le coup du siècle Button, attention, surprise. C'est Olivier. Alors moi, j'espère que la malchance va partir de son corps, parce que ça fait quand même 2-3 courses qu'il a vraiment pas de chance. J'espère quand même une victoire de Lewis Hamilton avant de partir chez Mercedes, où il pourra manger son pain noir l'an prochain. Tout à fait. Allez, Chris, il nous entend son pronostic, à moins que tu le donnes demain, dans Bravo Prono. Je pense qu'il ne dit rien parce qu'il va le garder pour demain. Je l'entends ronfler. non, nous le donnons demain avec Chris dans À vos pronos, vendredi soir. Et Olivier, tu es bienvenu si tu veux. Mais bien sûr, je donnerai demain en exclusivité, et je devrais dire aussi que demain, j'animerai exceptionnellement l'émission côté d'Emilie, la voix, l'une des voix féminines d'Elsport. Donc, avec un grand plaisir demain, je partagerai mon pronostic, mais j'ai donné un petit indice tout à l'heure. Ah oui, j'imagine. Et ça peut être Weber, on sait pas. Suspense. Réponse dès demain à 20h30. Voilà. Donc, Olivier, si tu veux venir demain, tu seras le bienvenu. Je suis déjà invité et je viens, bien évidemment. Tu viens où? Ah, mais dans l'émission. Dans l'émission. Bon, ça, je peux venir chez toi, si tu veux. Non, ça va, mais je crois que tu étais invité dans une soirée mondaine, avec, par des émirs, je sais pas, ça aurait pu être le cas. Non, en tout cas, rendez-vous donc demain 20h30. On en reparlera bien sûr dans vos pronos. Chris nous donnera le programme de demain parce qu'on va se régaler. Sans Xavier, attention, ça va être le bordel avec Chris et Émilie aux commandes. Je serai là quand même pour surveiller un peu tout ça parce que j'ai un peu peur. En tout cas, la fin de l'émission, c'est maintenant. Donc demain, je donnerai mon pronostic aussi. On a tout dit. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour des États-Unis pour préparer celui du Brésil la fin de saison. Et donc normalement un invité exceptionnel. Je ne vous dis rien. Et je tiens quand même à remercier une dernière fois notre invité de tout à l'heure, Fabien Thuner, le Suisse, pilote de Mégane Trophy cette année et en lice pour le titre en V2V Proto avec l'équipe Palmyre et David Zollinger. Donc on espère fêter tout ça dans l'émission d'ici quelques semaines. Quelques infos, messieurs. À la fin de l'année, nous aurons notre ami Antoine Hubert, pilote de kart, 3e du championnat U18 de KF2. Donc c'est vraiment la belle perf. Derrière Charles Leclerc, 2e. Et Antoine sera donc en Formule 4 normalement la saison prochaine et il sera avec nous après chaque meeting pour nous parler de sa vie scolaire et automobile. Donc voilà, on va vraiment se régaler à découvrir un peu l'ambiance de l'Autosport Academy la saison prochaine. Et bien sûr, on aura plein d'invités. Je ne vous en dis pas plus, on garde tout ça au chaud. Je remercie Olivier qui avait effectué donc son grand retour dans l'émission, nous avait tellement manqué. En tout cas, merci d'être revenu et bonne soirée, à demain et j'espère à jeudi prochain pour une nouvelle aventure. J'espère que c'est bien passé, enfin un meilleur retour que celui de Michael Schumacher en tout cas. Oui, tu as presque gagné pour ta première course, tu vois. Non, mais ça fut une bonne émission et je serai là jeudi prochain avec l'invité mystère. Voilà. Merci Michel et sa tête de sardine. Ah, t'es mignon, hein. Je sais pas si c'est ça, c'est une autre. Ouais, non, une moule. Oh là là, c'est une moule, oui, d'accord. Donc merci Michel et sa tête de moule en photo perso. Et à jeudi prochain. Bonne soirée et bon week-end. Salut. Et je remercie Jonathan, bien sûr, notre consultant depuis 3 semaines, fidèle fan de NASCAR et sa page Facebook La NASCAR, ça s'appelle comme ça. Donc merci Jonathan, à la semaine prochaine et prépare tes arguments et tes questions pour notre invité mystère, car je pense qu'il va vraiment t'intéresser. Ouais, ça. En plus c'est mon anniversaire, donc ça sera parfait. Et ben voilà, on fêtera ça tous ensemble. Et là, on a fait beaucoup d'anniversaires. On a fait ça de Michel et celui de Jérôme, mais il n'était pas là. Donc ça fera Jonathan le 3e anniversaire dans l'émission en direct. Je remercie Alex qui est en privé et qui nous a écoutés. Et enfin, terminé, je remercie monsieur le technicien bricoleur, Chris le bricoleur. Merci. À demain, bonne soirée et bon week-end. C'est gentil de me prénommer, de me surnommer comme cela. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on a failli
désigner quelques trophées. Olivier qui a failli faire un retour à la Choumi, ça c'est vrai. Michel, c'est sûr qu'il a fait aussi un petit retour à la Choumi, c'est-à-dire il a fait une pole position, mais lui il est toujours déclassé, il sera jamais dans les premiers. Mais bon, le principal c'est que c'est sans doute le premier à l'arrivée dans notre émission. Et donc on est très très heureux aussi d'avoir accueilli Jonathan et toi-même Mathieu. Et comme tu l'as dit, on se retrouvera demain. C'est le prochain rendez-vous sur RTS Radio. À vos pronos bien sûr, que j'aurai donc l'immense privilège de vous animer aux côtés en co-animation avec Émilie, et tu seras un de mes consultants. Ça va faire bizarre de te retrouver dans une position subordonnée par rapport à moi, Mathieu. Eh oui, j'en avais tellement l'habitude de te dominer. Là, là j'ai envie d'inverser le rôle.